Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Continuons! Arrête, là. Faut voir que ça arrête, là. Continuons! Le continuons peut s'arrêter. Non, Ok. ça va continuer tout le temps. D'ailleurs, là, on commence à trouver qu'il y avait des gens qui avaient un double chapeau. Pendant la campagne, je vais essayer de le trouver pendant que je m'en allais pas là pantoute, là, mais en parlant de ça, c'est que les journalistes sont là, les journalistes trouvent des affaires sa CAQ, c'est ça qui est bizarre. La campagne est finie, là, tout d'un coup, la CAQ est méchante. Pendant la campagne, il n'y avait pas grand-chose sur la CAQ, et là, tout d'un coup, on trouve plein d'affaires. Et on trouve des... D'abord, bon midi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion, Jerry est là, vous avez entendu Mr. White. On a eu, ce matin, on a jasé de pas mal d'affaires. Je pense qu'on a eu 100 000 sujets. Incroyable, hein? Ce matin sur Radio Pirate Prime. Donc, pour nos membres, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com pour devenir abonné et vous allez pouvoir écouter vos podcasts, même s'ils sont avec un cadenas, là, que des fois vous voyez, bien, ils vont être décadenassés. On va les débloquer pour vous et vous allez pouvoir utiliser votre application préférée de podcast. Si c'est Spotify, pas de problème. Si c'est Apple Podcast, il n'y a pas de problème. Toutes les autres également sont supportées. C'est très, très, très simple. Pas besoin d'être membre de Spotify pour utiliser l'application. Je me fais souvent demander ça. Ouais, mais là, le membership de Spotify... Non, Spotify, il y a une version gratuite que vous pouvez avoir pour toute la vie. C'est juste que vous allez entendre des publicités supplémentaires. En fait, ça prend un compte, mais Oui. le compte est gratuit. Mais le compte est gratuit, c'est ça. Donc, si vous voulez nous écouter aujourd'hui, vous voulez dire à des gens, « Hey, Jeff, il est encore là, donc... on est en train de révolutionner un peu la manière de faire de la radio. Nous, dans notre style, c'est un mélange podcast et en direct avec Radio Pirate Live. On fait de vrais podcasts pour Radio Pirate Prime qui durent 2h30, pas de pub. Celui-là est plus un show de radio traditionnel qu'on fait avec de la publicité puis des blocs et tout ça. Justement, aujourd'hui, on a Régent Tremblay avec nous autres dans le bloc, le prochain bloc. On a également Jonathan Hamel et on aura un mélange de boîtes à Jerry. Oui, et peut-être, si je vais bien, si j'ai encore du juice, il y a peut-être une petite poubelle qui s'en vient pour la poubelle à Jeff un peu plus tard. Mais si vous voulez nous écouter, plein de moyens. Donc, les podcasts, bien sûr, c'est la patente numéro 1 sur toutes les applications. Vous faites Radio Pirate Live. Vous les avez tous les jours, donc aux alentours de, je sais pas, moi, aux alentours de peut-être midi et demi, 1h, donc les podcasts apparaissent. On est également en direct en streaming sur radiopirate.com et également sur TuneIn Radio, l'application de radio la plus téléchargée et la plus écoutée au monde, sur tous vos téléphones, que vous pouvez écouter dans votre voiture également sur TuneIn, ou encore, vous l'écoutez sur YouTube, donc sur YouTube, disponible dans quelques minutes sur YouTube, et également, on est disponible sur Twitter, le compte de Radio Pirate, et aussi sur la page Facebook de Radio Pirate Live. En fait, ça va commencer à être peut-être moins long de dire les places où on n'est pas. Ouais. Mais tu sais, je le fais pas souvent. Mais c'est non, important c'est pas qu'on un le fasse reproche. parce qu'on est en train de rebâtir la roue un peu et la machine. Puis, tu sais, des gens, des fois, je rencontre des gens, ils disent « Ouais, c'était plus facile, hein, Radio AM. » Non, c'est pas AM, mais FM. J'étais au AM au début, mais par après, j'étais pas mal plus au FM. Mais non, c'est pas vrai. Rappelez-vous comment vous aviez le même minding, le même thinking quand on vous parlait de Netflix au début. Ça semblait bien compliqué pour vous autres, Netflix. Là, finalement, Netflix est devenu plus facile que d'ouvrir la télévision à LCN, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la même chose pour les podcasts. C'est la même chose. Une fois que vous êtes seté, c'est réglé pour la vie. C'est simple, ça rentre dans votre voiture, ça s'écoute le fun. Donc, garde, bienvenue dans la famille, puis répandez la bonne nouvelle pour nous autres. Ouais, c'est ça. Je parlais de la CAQ. Je voulais vous dire que c'est drôle de voir que tout d'un coup, semblerait que qu'est-ce que la CAQ fait, il y a des histoires un peu par en dessous, parce qu'on apprend, entre autres, c'est Thomas Gerbet, ce matin, encore lui, qui nous dit, après nos révélations de statut de lobbyiste des compagnies minières de Daniel Bernard, nouveau député de la CAQ, jusqu'au 12 octobre, le Journal de Montréal, ce matin, nous apprend qu'il y a une autre députée caquiste qui avait 2 chapeaux pendant la campagne. C'est la madame autochtone là, qui joue pas mal
ce jeu-là, là, pendant la campagne, on met énorme. Et elle représentait, entre autres, un groupe autochtone qui travaille au niveau du gouvernement pour être financé, pour avoir un projet éolien. Je veux juste, en tout respect pour Thomas Gerbet, qui fait une job extraordinaire, puis on est bien fiers de l'avoir parce que, je vous dirais une affaire, si on avait une centaine de Thomas Gerbet à travers le Québec, sur toutes les plateformes, les journaux locaux, les journaux nationaux, la télévision, toutes ces affaires-là, sérieusement, le Québec se porterait mieux. Se porterait mieux. Et ça peut-être nous redonnerait une certaine confiance envers les médias traditionnels qu'on a carrément perdus. Sauf que je ne veux pas décourager Thomas Gerbet puis ceux qui ont sorti ça dans le Journal de Montréal de ce matin, mais la réalité, c'est que toutes les histoires que vous racontez concernant la CAQ, les gens qui ont voté pour la CAQ et les gens qui aiment la CAQ s'en crissent. Ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent totalement. Ce sont des gens qui sont malmenés. Ce sont des gens qui ont été bouffonnés pendant des années et des années. C'est des gens qui sont maltraités à tous les niveaux depuis une dizaine d'années, depuis qu'ils ont besoin de voir un médecin spécialisé, de voir quelqu'un qui va les opérer, d'avoir une opération de cédulé. C'est des gens qui se font cochonner depuis tout le temps et qui savent qu'ils vont nous léguer un Québec mal en point par rapport au Québec qu'eux ont utilisé. Mais ils n'ont pas de problème avec ça parce que d'abord, c'est des gens qui sont très, très, très égoïstes, très centrés sur eux-mêmes. Mais même ça, même d'être centrés sur eux-mêmes et de dire hey, j'aimerais ça avoir mon opération qui était prévue il y a 1 an et demi, l'avoir au plus sacrant. Peut-être qu'on serait dû pour avoir un mélange de privé et public pour faire un petit peu de compétition puis donner plus de services. Parce que si jamais le public n'est pas capable, je suis capable de me faire opérer dans le privé, puis c'est le public qui paye. Ils ne veulent rien savoir de ça. Ils ont voté squish-squish. Ils ont voté pour le fromage en grains, ils ont voté pour le fromage en crotte, ils ont voté pour le fromage qui fait quick-quick, ils ont voté pour la crème. C'est-tu marbré, c'est-tu au chocolat, c'est-tu vanille? Ils ont voté pour ça. Ils ont aussi voté pour quelqu'un qui pense qu'il leur a sauvé la vie, alors qu'au contraire, il a probablement échappé 5000 personnes qui sont peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre famille ou un ami. Ça ne le dérange pas. Juste un chèque de 500 $. C'est le chèque, hein? Et une promesse de 2000 $ d'un chèque supplémentaire. Vous avez bien beau parler de n'importe quoi sur la CAQ, sur Legault, n'importe quoi. Ces gens-là s'en crissent. OK? Donc, ça leur dérange pas. Puis la minute que vous les jouez dans leur confort, puis que vous leur donnez un paquet de nouvelles, tu sais, sont là à se plaindre. Ah, telle affaire. Ah, telle ci. Les urgences sont fermées à telle place, sont débordées. Puis là, on les entend se plaindre. Là, tu lui dis, ouais, mais là, vous avez décidé de continuer. Ils vous écoutent même pas. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas dans la même journée de se contredire, d'être en sacrement pour quelque chose. Là, tu lui dis, ouais, mais pas. Parce que tu as voté CAQ. Tu peux pas 2 semaines après en vouloir au système. Tu as voté pour avoir la même affaire qui ne marche pas. Hein? Hein? Ben, c'est pas ça. Écoute bien, je pense que tu m'as voté pour du M, un cave, ça. Ben là, vous devez endurer vos patentes. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Fitzgibbon s'est embourbé dans quasiment une fois par semaine pendant 4 ans. Fitzgibbon va être le super ministre de l'économie. On devrait avoir une trentaine de ministres. Donc, ça dérange personne. Excusez-moi, ça dérange personne. Je fais le tour de petite... C'est pas une petite poubelle à Jeff, mais j'aime ouvrir des fois avec quelques petites affaires à jaser avant qu'on file vers notre ami... on a Jonathan Hamel, comme je vous le disais tantôt, mais après ça, on a Régent qui va venir nous parler. Il faut que je parle de quoi, Régent? Quelqu'un a rencontré... ma blonde a rencontré quelqu'un cette semaine, je pense. C'est le même qui est arrivé. En tout cas, quelqu'un lui a dit hey, peux-tu dire à Jeff que je suis fâché après Régent depuis des années et des années. Elle, cette personne-là, elle n'a jamais réécouté. C'est Denise de Beautiful qui m'a dit ça. C'est sa sœur, je pense. Elle dit, tu diras à Jeff que faut que Régent sache que quand il a fait mourir Marina Orsini, j'y en veux depuis ce temps-là, personnellement, et j'ai décroché complètement de lancer compte. Donc, il y en a que ça vient les chercher vraiment. Non, je vais faire le message à Régent un peu plus tard. Mais tout ça pour vous dire que dans les petites nouvelles que j'ai, il y a des gens qui... Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Zoubi. Je pense que plusieurs Québécois le suivent. Zoubi, qui a un très bon podcast.
Je l'ai découvert à un moment donné, moi, quand il était avec Joe Rogan, à un moment donné, parce que c'est un Britannique qui voyage un peu partout. Il était récemment en Australie, il était faire un tour là pour la première fois. C'est un gars qui s'entraîne. C'est un rapper, c'est un gars qui fait de la musique. C'est un coach de vie également, fait des très, très bons podcasts, fait des e-books aussi. Donc, mais j'aime sa philosophie de vie. J'aime comment il nous explique les choses. C'est un gars quand même assez modéré, il n'aime pas beaucoup les extrêmes ni d'un bord ni de l'autre. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et il y a quelqu'un qui lui posait la question à Zoubi. Il dit c'est quoi qui arrive avec le monde en ce moment? Tu sais, les histoires on va se le dire, là, les histoires de COVID longue. Prenons ça, là. Je suis pas médecin, je suis pas chercheur, mais je sais une affaire. La COVID longue, ça ressemble un peu aux maladies qu'on n'est pas capable d'identifier. Mal de dos. Mal de dos, dépression, burn-out. Beaucoup de choses comme ça qu'on n'a jamais été... Un médecin ne peut pas prendre une prise de sang et dire à 100% c'est ce que tu souffres. Pas pour rien que les histoires de mal de dos, les capeux de la CNSST vont vous checker pour voir si vous n'êtes pas en train de faire... Il y a des enquêteurs. Ben oui, il y a des enquêteurs, parce qu'il y a plein de monde qui ne vous croit pas. La COVID longue, c'est un peu ça, là. La COVID longue, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entends parler de COVID longue, à chaque fois qu'il y a des articles sur la COVID longue, c'est toujours des femmes. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble y avoir beaucoup de femmes qui souffrent de la COVID longue. Est-ce que c'est des femmes retraitées? C'est des femmes qui travaillent. Ils travaillent. Ouais, des profs. Oui. Des fonctionnaires. C'est des gens qui peuvent être malades longtemps. Et voilà. Parce que si vous avez une assurance privée pour votre travail, eux autres, ils ne vous croient pas à la COVID longue. Parce que le médecin n'est pas capable de trouver si vous avez vraiment la COVID longue. C'est la COVID longue, c'est peut-être les vaccins qui vous rendent demain, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que là, la COVID longue, qui n'est pas... Nulle part, on est capable de dire que la COVID longue... Regardez là, moi je connais une centaine de personnes faciles qui ont eu la COVID surtout depuis l'année passée, depuis Noël passé. Ils l'ont eu une fois, ils l'ont eu 2 fois. J'en connais même qui ont eu 3 COVID. OK? Une bonne grippe. Moi, je l'ai eu, je pense, 2 fois. Une fois testé, l'autre fois, je ne suis pas allé tester, mais je pense qu'on l'a tout eu dans la famille cet été. Ça a duré 24 heures. Donc, 24 heures intenses au lit, mais ça a duré 24 heures. Et j'en connais, là. Je dis 100. C'est peut-être 150. As-tu eu la COVID? T'as pas eu la COVID? Le tueur de tortue n'a pas eu la COVID. Jerry, t'as eu la COVID? Oui, j'ai eu la COVID. Mr. White, t'as eu la COVID? Oui, j'ai eu la COVID. Je connais plein de monde qui ont eu la COVID au moins une fois. J'en connais facilement 150, peut-être 200. Je connais personne qui a la COVID longue. Personne. Mais là, on nous dit ce matin dans la presse, 15% des gens ont COVID longue. OK? Donc, ça veut dire que à chaque fois que je connais 7 personnes qui ont eu la COVID, il y en a une qui devrait me dire j'ai la COVID longue. Mais il faut dire que je connais pas beaucoup de monde qui travaille dans des villes, qui travaillent au gouvernement, qui sont profs, qui travaillent, mettons, dans le système hospitalier, puis qui sont tannés, parce que c'est géré tout croche, puis que, ben si j'ai la COVID longue, peut-être que je vais être en congé pendant une couple de semaines, une couple de mois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il semble y avoir un lien entre la COVID longue et la possibilité d'être malade longtemps avec l'employeur que tu as. La minute que tu n'as pas ce privilège-là, comme par magie, il n'y a pas de COVID longue. C'est bien spécial, hein? Donc, toutes les histoires de... Est-ce que c'est... Et là, comme... Il y a un médecin qui me disait, tout d'un coup, plusieurs personnes ont la COVID longue, puis là, tout d'un coup, il y a moins de burn-out, il y a moins de dépression, il y a des affaires qui ont comme disparu, moins de maux de dos, c'est sûr, le monde ne font rien. Là, quelqu'un demandait à Zoubi, pourquoi à travers le monde, il semble y avoir des affaires de, justement, là, le monde est fatigué, le monde file pas, le monde est... qu'est-ce qui se passe? J'ai aimé sa réponse. Famille brisée, mauvais parents, aucun but dans la vie, mange de la boîte, vie sédentaire, trop de médias sociaux, trop de téléphones intelligents et trop de pilules. J'aime Zoubi. Zoubi is the man. Non, he's the man. Ah, Zoubi! Zoubi is the man. Je le connaissais pas, là, je vais m'intéresser beaucoup à ce gars-là. Tu connaissais pas Zoubi? Du tout. Ah non, tu vas le suivre sur Twitter. Ah, je vais aller le suivre, certain. Non, Zoubi, moi, j'écoute pas énormément de podcasts. Il y en a qui vont dire, mais ça que t'écoutes pas de podcast, t'es un gars de podcast. Oui, mais parce que j'en fais 4 heures par jour. Tu sais, à un moment donné, faut que je me change des idées. Donc, je suis plus sur The Highway en train d'écouter la dernière tune de R.D. ou encore de Eric Church,
que de finalement écouter des affaires parce qu'à un moment donné, il faut que je repose mon cerveau, sinon on va me dire débile, puis je vais souffrir de la COVID longue. Donc, Zubi est à suivre, mais as-tu raison à 2000 toi? C'est incroyable. Petites affaires aussi vite aujourd'hui. Meghan Markle. Meghan. On aime Meghan Markle. Bon. Oui. On va se le dire, OK? Oui. La première fois que j'ai vu Meghan Markle... C'est dans... Suits. C'est dans Suits. Tourné à Toronto, je pense. Tourné à Toronto. Super série que j'ai adorée. Le gars, là, l'avocat, là, je ne me rappelle pas du nom de l'acteur, qui est un vegan dans la vie, là, puis qui a une vie très à gauche, mais là-dedans, ses répliques sont écœurantes. Les répliques de... Comment il s'appelle l'avocat dans... Tu vas me le trouver? C'est Gabriel Mack. Ouais, ça, c'est le gars. Ça, c'est le gars qui le faisait. Et son personnage dans Suits, c'était... Harvey. Oui! Voilà. Mais la première fois que quand tu as vu Meghan Markle au début, elle sortait-tu avec le prince? Non. Tu sais donc elle n'était pas... Non, ça n'a pas duré longtemps. Quand elle a commencé à sortir avec le prince, elle était obligée d'arrêter d'être actrice. Okay, ouais. Donc, après 4 saisons, je pense qu'elle, qui travaillait au bureau d'avocat, puis qui était mariée, parce qu'elle, dans la série, c'est l'inverse. Son père est noir, sa mère est blanche. Dans la vraie vie, c'est son père qui est blanc et sa mère est noire. Mais c'est une actrice moyenne. Mais c'est une maudite belle fille, par exemple. Oui. Elle m'énerve. Là, on la connaît plus. Elle est fatigante. Je ne sais pas comment Harry fait pour endurer ça. C'est elle qui mène toute la patente. Elle m'énerve. Mais c'est une maudite belle fille. Et le New York Post, ce matin, a mis une discussion de Meghan Markle avec Paris Hilton dans un podcast. Les podcasts sont à la mode, pensez? Tout le monde fait des podcasts. Donc, Meghan Markle jase avec Paris Hilton, puis là, elle parle de... Je ne savais pas. Elle a porté les valises dans le banquier. Ben, pas le banquier, là. Mais Deal or No Deal. Oui. Est-ce que c'était Regis Philbin qui faisait ça? Deal or No Deal, puis après ça, c'est le gars de Vancouver qui a commencé à... Me semble que c'était lui. Et elle a tenu ça. Puis là, on voit les photos de quand elle était... Tu sais, elle avait souvent la valise numéro 24 avec les robes rouges. Elle est... Bon. On peut le dire, on ne la connaît pas, puis ça risque de pas se rendre. Là. Elle est folle, là, mais elle est belle en tabarnache. Elle est folle. Excusez-moi, là, mais... Parlez avec n'importe... Vous voyez tous les commentaires qui sont racontés par les amis de Harry. Et il n'y a pas un ami de Harry qui l'aime. Il doit y avoir quelque chose de bizarre là-dedans. Mais... Elle dit, et là aujourd'hui, on compte. Moi, ça m'énerve. Elle dit, j'ai été traité comme une bimbo. J'ai été traité comme un objet pendant Deal or No Deal. Puis c'est vrai, on les voit, les petits talons hauts, puis les petites jupes courtes, puis la jupe la robe qui est en haut, installée pour qu'on voit un peu les seins. Ça a commencé en 2005, ça. C'est Howie Mandel qui était... OK, donc c'est Howie Mandel qui faisait le gars de Vancouver. Du début, je pense. Oui, OK, parfait. Donc c'est Who Wants to be a Millionaire qui était Regis Philbin. Donc, Deal or No Deal, elle était là-dedans. Et là, elle commence à frapper là-dessus. Elle a le droit, là, elle doit dire ce qu'elle veut. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que on s'entend-tu qu'elle a fait pas ça? Elle a un talent limité. Je l'ai vu. Moi, j'étais un fan de Suits. OK? Donc, j'aimais... Il y a une couple d'avocats là-dedans. J'aimais leurs répliques. Mais elle, c'était correct pour l'histoire, là. Mais elle était ordinaire. Mais ce qui a permis d'avoir ce rôle-là, c'est les valises. C'est les valises. Les valises, les robes, son look, son sourire... Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, elle, je la verrais comme petite avocate dans la série qu'on veut faire. » Et là, la série commence et elle devient une star parce que la série est un méga hit. Il y a eu quoi, 6 saisons de Suits? Méga hit. Très bien tourné, bien... Regarde, c'était hot, là. Puis d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, Suits, vous ne l'avez pas fait encore. Allez pogner ça quelque part. Je ne sais pas ce que vous avez comme système, mais c'est encore très à jour, là, même si ça vient de finir il y a 2 ans. Ça peut être... C'est timeless. Il n'y a pas d'époque pour écouter ça. C'est vraiment, vraiment hot. Ça se passe à New York, mais c'est tourné à Toronto. On a vu un peu comment ils l'ont fait. C'est vraiment capoté. Mais elle est là-dedans. Et là, elle devient, de par son statut, de par ce qu'elle est, à cause de « j'ai été bimbo
dans Deal or No Deal. J'ai eu l'intérêt de la part de quelqu'un qui a dit « Hey, la fille dans Deal or No Deal, elle serait pas pire, elle. On devrait la prendre dans le Suits comme la jeune avocate qui arrive. » Là, elle tombe en amour là-dedans, elle devient un personnage important, etc. Là, elle commence à connaître du monde à Hollywood. Et là, à cause de ce qu'elle est, elle a connu le roux. Exactement. Donc, Elle a connu le roux parce qu'elle était avec les gens populaires, en fin de compte. Elle était dans le trafic. c'est peut-être... Bon, peut-être qu'elle regarde ça avec... On a le droit de regarder des choses qu'on a faites pour dire « Ouais, finalement, hein, je me montrais un peu le sein, je me levais... Tu sais, ça faisait un peu stéréotypé, etc. » Ouais. Mais la raison pourquoi tu es rendu là, tu peux pas renier rien, même les choses plates. Exactement. Tu pars de quelque part. Oui. Elle a fait un film qui s'appelait L'étincelle de l'amour, là, que personne n'a vu. Là. À un moment donné, c'est des gens de... faut que tu commences quelque part. Oui. Faut que tu sais, renier le passé, ça marche juste pas. Puis, excusez, là. Moi, je la regarde, je la trouve très classe, je la trouve très belle. Je trouve qu'effectivement, tu es un producteur, tu dis, c'est une actrice qui aspire à avoir quelque chose de plus important. Elle vient d'avoir commencé à avoir un peu d'expérience. Boum, on le laissait. Mais ça vient de quelque part. Et pour moi, le fait qu'elle a été bimbo, ça a peut-être été le départ qui a finalement fait aboutir qu'elle est devenue maintenant la femme d'un prince. Il a été renié, là. Elle l'est plus, là. Je ne sais pas trop sur quoi, je n'ai pas trop suivi à patente. Non, et puis princesse. Dernier petit clin d'œil, vite, on en a parlé sur Radio Pirate Prime. Russell Crowe en couple sur le tapis rouge pour la première fois avec sa nouvelle blonde. Donc, on lance la question. Est-ce qu'un gars de 58 ans, un an plus vieux, il a l'air d'un esti de bonhomme, et pour la première fois, il est sorti avec sa nouvelle blonde. Elle est toute belle. Elle a fait de tapis rouge avec Très elle. belle, très classe. Donc, il l'a présenté. Regarde, elle est parfaite. 31 ans. Boum. Donc, ça fait combien de différence? Ça fait 27, pas mal. Ça. OK. Est-ce que c'est le même impact pour vous? Puis là, on ne gérera pas ça, là, mais mettez ça dans vos têtes. Est-ce que c'est le même impact, un gars de 47 ans qui sort avec une fille de 20 ans ou un gars de 58 avec une fille de 31? Tu sais, c'est sûr que moi, si j'ai... Moi, j'ai de la misère avec moi, j'ai ça. des filles. Je suis le mauvais juge. Moi, s'il y a un gars de 20 ans... Si ma fille a 20 ans et arrive avec un gars de 47 ans, je le crisse dehors. C'était la dernière fois qu'il mettait un pied chez nous. Regarde, puis c'est sûr que ma fille va m'en voir. Elle est en amour, l'amour rend aveugle. Ma fille a 31 ans et elle arrive avec un gars de 58 ans. Je vais être encore en sacrement. Mais je ne le sais pas si je le crisse dehors parce que probablement que ma blonde va dire « Comme-toi. À 31 ans, c'est un adulte. Tu ne commenceras pas à décider quel chum elle a. » Je ne sais plus quoi faire. C'est compliqué. Si ta fille qui a 18 ans est au cégep, sort avec un gars de 28 ans, comment tu trouves ça? Ça m'écoeure. C'est juste 10 ans. Je sais, mais on dirait que plus ça rapproche de 18 ans, plus ça fait mal, plus les gens... Tu sais, quelqu'un de 70 ans avec quelqu'un de 40 ans, c'est-tu grave? Et là, ça ne marche pas, Russell Crowe, parce que le Russell Crowe, il a 58. Il a plus l'air du gars dans le Gladiateur. Là. Non, c'est plus. C'est sûr que lui, dans le rôle, il va faire l'ours. Là. Oui, c'est l'ourson. Il fera pas le gars qui l'épée. Non. Il va faire l'ours qui a une chaîne au cou. Là. Mais moi, j'ai 57. Puis j'ai un gars de 30. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Si mon gars sort avec une blondinette de son âge, moi, je peux pas sortir avec la blondinette de son âge. C'est sûr. Ben, voilà là l'histoire. Oui. Moi, j'ai un gars de 29, puis j'ai une fille de 26. Mais là, je peux pas être amoureux d'une amie de ma fille. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est une fille... Arrêtez, là. C'est une fille de 58 ans sort avec un gars de 31. C'est la même chose. Tu penses? Moi, Non, je pense que ça dérange rien. Je pense que ça dérange rien, ça. À l'inverse, ça dérange rien. Ouais. Comme Macron, Moi, les Macron, ça différences l'a pas d'âge, j'ai de la misère. Mais Macron, de ce que j'ai compris, on n'est pas sûr que c'est... c'est quoi son nom? C'est Brigitte. Brigitte. Bon, ce que tu me dis un matin dans Ben, les rumeurs ça, c'est françaises. du patinage. Ouais. Du pur patinage. Macron est... Macron, il peut être... C'est ça. Et elle, on est pas... Elle, il paraît que... Ben, c'est plein de rumeurs, là. Oui.
Elle, c'est peut-être aussi, c'est peut-être bridge. Ça, c'est du patinage, là. Les Français, on les adore. Eux autres, ils peuvent encore patiner. Eux autres, ils peuvent dire n'importe quoi, exact, là. C'est incroyable. Hey, on vient dans un instant. Régent Tremblay est next. Et Joe Hamel aussi. La boîte à Jerry va suivre. 100%. Jeff Fillion. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Hey, Jerry. Oui. T'aimes pas la différence de 27 ans? Et ça c'est personnel. Là. Ça, c'est vraiment... Non, mais je veux juste... Je respecte le choix des gens, mais moi, personnellement, j'ai... Non, je change pas ton enfant. Mais est-ce que 26, ça fait? 26... 26 ans au lieu de 27. Ben, ouais, c'est pareil. C'est pareil. Parce que Reg, j'ai écouté notre bloc d'avant. Puis oui. parce que moi, j'ai 26 ans avec la mienne, ça fait-tu? Oui! Ça te le fais-tu dire de temps en temps, Reg? Non. Non? Non. Est-ce que tu penses que Julie... Ben, Est-ce que tu penses que Julie se fait juger vu qu'elle est avec quelqu'un de plus vieux que les vrais qu'elle? partisans du Canadien, oui. Est-ce que tu penses que Julie... c'est pour les... c'est pour les deux. Hein. C'est l'histoire. Il doit y avoir du cash. C'est sûr, c'est évident. Qu'est-ce que tu veux que... Le monde ne peut pas dire, il doit être intelligent, ou il doit être fin, ou ça doit être intéressant, ou... non, faut qu'il y ait du cash. Ben, c'est sûr. Ouais. En tout cas. Ouais. Mais je dirais que c'est le point le plus négatif, c'est celui-là. C'est vrai pour le bitchage vers Julie, puis le bitchage... Moi, tu sais, les talifans qui m'écrivent des fois, là, hey, c'est souvent ça. C'est souvent axé sur l'âge. OK. René Angélil, lui, il avait 27, justement. OK, René avait 27 avec Céline. Ouais. Puis j'en connais un de nos amis qui est médecin, psychiatre. Oui. Lui, il a 38, 39. OK, oui, un gars qu'on connaît, là. Oui, oui. Ah oui, un gars qu'on connaît bien. Donc, 38, 39, oui. Et ça fait 6-7 ans. En plus. Regarde donc, regarde. Ouais. Ah oui, regarde, il y a une grosse... Moi, c'est parce que mon point, c'est on dirait qu'avec les années, quand tu t'en vas vers... Plus ça vieillit et moins la différence... Tu sais, c'est pas pareil que 18. T'as 18 ans, puis l'autre a 35 ans, ou l'autre a 30 ans, c'est une différence énorme. Non. 18-30, c'est bien parfait, ça, 12 ans, arrête. Les filles d'aujourd'hui qui sont toutes premières de classe, qui sont premières au primaire, premières au secondaire, qui sont des princesses. Ouais, moi, je me place comme père. Tu sais, ma fille a 18 ans, puis le gars arrive à 30 ans, je vais dire de quoi? Moi, je le regarder de travers. Si tes deux filles ont des chums à peu près de leur âge, qui ont été chanceuses en mots, t'as dit. Parce qu'il y en a un moyen paquet de filles qui disent que les autres, là, des douchebags de football, là, ils ont de la misère avec ça. Oui, je sais. Il y a mieux une dizaine d'années de plus. Beaucoup. Oui, c'est sûr que les gars de leur âge sont... Et plus proche de 18 ans, il y a une différence de maturité, c'est clair, puis d'objectif, puis de discipline, puis de... Et de parcours de carrière. Oui. Je veux dire, tes deux filles, là, j'ai pas les détails, mais ils ont des scholarships, eux autres. Oui, c'est sûr. Il y en a une à Moncton, une qui est à Laval. Là. Bon, mais ils sont à l'université. Oui. Bon, puis je suis convaincu qu'ils étaient dans les premières de classe au secondaire, puis premières de classe au cégep, puis qui font un cours universitaire, puis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, normalement, ça va être des leaders dans la profession qu'ils vont choisir. Mais, tu sais, le nombre de gars qui font le même chemin... Il y en a de moins en moins. Oui, ça devient compliqué. Souvent une fille, je ne sais pas, là, mais une fille de 25 ans, ça se peut qu'elle trouve quelqu'un de 35 ans plus intéressant parce que, au niveau, souvent à 25, d'abord, les gars se poussent, ils ne veulent pas pantoute de s'engager. Puis, tu sais, c'est des tripeux de beaucoup de sport, puis essayer de faire de l'argent vite. Puis, c'est complexe. Tu sais, la société change. Hein, puis il y a le gaming aussi. Il y a le gaming qui rentre en ligne de compte. Puis, je pense que, tu sais, la société est plus polarisée qu'avant.
Oui. Et ça, parce que ma fille plus jeune, elle dit, des fois, ça va rencontrer des gars une journée ou deux, puis là, après 2 jours, puis, il est correct, il est fin, mais là, ça, sur des affaires de vision, c'est des affaires que moi, je ne m'occupais pas à 18 ans. Là, La sérieux. vision de la vie. Oui. Vraiment. Nous, on ne s'occupait pas de ça à 18 ans. Es-tu belle, es-tu fine, es-tu drôle? Puis elle trouve-tu correct, puis drôle, puis... Mais eux autres, ils regardent ça, tu sais, elle me dit des affaires, elle dit, ouais, mais telle chose, telle affaire. Hein, tabarouette, je trouve que c'est... Ils veulent avoir des gens, ils veulent avoir des gars plus sérieux. Ils veulent avoir des gars plus sérieux, c'est clair. Clair. Sais-tu quoi? Ils veulent avoir des gars à leur niveau. Oui. Ils sont premières depuis qu'ils sont à la maternelle. Ah oui, exact. Le monde oublie ça, là. Ah oui. En médecine, l'ensemble des facultés universitaires au Québec, C'est des femmes. c'est filles. 75 Oui. En droit aussi. Ingénieurs aussi. Tu regardes des fois les conférences de presse quand les gens ont en bas de 40 ans, qui c'est qui parle à la TV? Non, c'est un très bon point. Là. C'est un excellent point. Ah oui, les gars, il faut qu'ils se remettent douettes. Ils veulent avoir les filles. Il faut qu'ils... Non, mais ça va ramer. Ça commence, là. Oui, ça commence. Ça commence. Le problème, c'est là, on n'est pas rendu là encore, là. Mais ça va arriver, là. C'est sur le bord d'arriver. Ça commence à arriver. Oups. Ah, ça, c'est fun! On l'avait pas entendu depuis longtemps. C'est ça, On l'avait pas eu Comment tu dis, longtemps. Mr. White? Je pense que c'est Georges Larac, ça. Ça, c'est Georges Larac. Non? Mais Non, sa musique-là, c'est plus général. OK. Oui, oui. Ce que je veux dire, attends un peu parce que sais-tu quoi? Tout ferme ça. Il faut que j'aille dans paramètres. Ça sera pas long. Son et vibration, volume, bingo. Il y en aura plus. Les Voilà. gens, ils t'appellent pourquoi matin? Là? C'est quoi? Quand ça t'appelle de ce temps-là, là, c'est quoi qu'ils veulent OK. savoir? Ben, je travaille sur une chronique pour le journal de jeudi. OK? Avec Michael Fortier, avec France-Margaret Bélanger pour le basket à Montréal. Parce que ça a été un gros hit. Hein? L'étiquette à 1000$, puis c'était sold out, puis... Hey, j'ai vu un c'est gars avec sold sa première ligne, juste à côté des billets plus chers, j'ai vu un gars avec un chapeau de cowboy et une belle petite madame blonde à côté. Ah oui? Ah oui, Carey Price avec Angela. Ah oui, mais son genou ne l'empêche pas d'aller au basket. Non, pourtant, il était... Non, il y avait un match en même temps avec le Canadien à Détroit, mais lui, ça lui tentait plus de voir le basket. Pauvre lui. Arrête. J'espère que Marie-Claude est abonnée au compte Instagram. Elle n'est pas très Instagram. C'est moi qui donne les c'est potins toi qui Instagram. Ben oui, c'est moi qui suis. Moi, j'aime ça mourir. Ouais, J'aime ça pour mourir. un journaliste, c'est le meilleur compte en ville. Oui. Je vais la suivre pour toi, Jeff. Mais tu m'as dit une affaire, leurs photos. Tu sais, il fait des belles photos. Il a l'air d'un bon yob. Je ne l'haïs pas. Là. Personnellement, je trouve qu'il a l'air d'un Non, bon c'est un bon Jack. bon yob. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Puis la photo qu'elle a mis les deux ensemble pour faire la promotion des T-shirts gris du Canadien qui sont très beaux en passant. Puis que c'est elle qui a comme... C'est elle qui accote. Oui, c'est elle qui a... J'ai trouvé ça hot, pareil. Je dis, garde, là. Tu sais, parce qu'elle, là, je le disais un matin, lui, là... Elle est dans le plat de bonbons. Oui, mais elle, c'est elle qui a ce qu'il faut pour... Elle a soif d'être une star, OK? Elle est bien là-dedans, elle est bien dans le spotlight, elle est bien quand ça jase d'elle. Quand Lui, elle stationne le char pour faire son topo, c'est-tu beau? ben, regarde, là, dans ses stories, là, c'est ça, elle fait toutes les patentes, tout est calculé. Lui... Moi, je trouve ma chronique tellement plate le lendemain, après que j'écoutais ça. Mais lui, il sent mourir. Ce genre de vie-là, là, lui, il veut pas avoir le spotlight sur lui. Il broyait dans le bureau de Bergevin quand il a dit « Sors-moi d'ici, mets-moi dans une place, n'importe où. » Fait que là, ils l'ont envoyé, c'est Vancouver au Seattle. Ils l'ont sorti, c'est ça, ils l'ont envoyé en désintox pendant. Ils ont appelé ça désintox. Non, ils ont appelé ça. Au début, c'est Angela qui a écrit sur Instagram que c'était pour sa santé mentale. Oui, c'est vrai. C'est pas le Canadien, puis c'est pas Price. Oui. Puis une autre semaine après, elle a dit que c'était pas vraiment pour sa santé mentale, il était pour en thérapie pour consommation de substances. Oui. C'est Puis, ça. tu sais, je sais pas qu'est-ce que c'était. Puis, Mais je peux dire qu'il broyait, mais dans le bureau pour ça. Ah oui, il voulait sortir de l'eau plus sacrant? 100% sûr. Ah ouais. Puis il disait à Bergevin, sors-moi d'ici. Ah, pauvre petit. Moi, je l'aime. C'est pas un mauvais yard. C'est juste que le talent qu'il avait l'a amené à des places dans un monde dans lequel il n'est pas à l'aise. Le fame, entre guillemets, là, le fame, c'est pas dans lui. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il est bien.
il aurait été bien à gauler. Puis bon, les gens connaissent son nom un peu, mais il y a un peu un genre de kidam. Il n'a pas demandé à être une star. Et c'est quelque chose avec lequel il était vraiment pas bien. Puis là, tu le sens, tu le vois un peu dans ses photos, tu le vois. Tu vois qu'il y a une tonne de pression. On l'a vu quand ils l'ont présenté, puis c'est pour ça que les gens l'ont salué de la manière qu'ils l'ont salué à cette ouverture-là. C'était le joueur qui a été le plus applaudi, puis et de loin. C'est parce que les gens voyaient qu'il avait l'air bien, je pense. Il est bien avec sa décision. On ne sait pas trop au niveau administratif comment ça marche, là. Mais regarde, tant mieux pour lui. Il a l'air bien. Puis les images que j'ai vues du match de basket, c'était ça aussi. C'est un gars qui est soulagé. C'est fini. Moi, c'est évident que dans sa tête, d'ailleurs, non seulement c'est fini dans sa tête, mais tu sais, il y a des choses sacrées dans un vestiaire. T'as assez joué dans des vestiaires de ligue de garage là, pour le savoir. Mais si vous avez un de vos chums qui se tord une cheville et qui a un mois sans jouer, il n'y a personne qui va prendre sa place dans le vestiaire. Ils sont casés, il reste à lui. Oui. Mais Martin Beau, Samuel, le Canadien, il s'est installé dans le casier de Carey Price. Oui, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que... Oui, parce que là, ils n'arriveront pas dans 2 mois puis prendre les guenilles à Martin Beau et les mettre ailleurs. Là. Mais non. C'est des codes. Tu connais les codes? Oui. Ça, c'est la plus grande confirmation. Hey, by the way, là, ouais. on se posait on n'a pas fini tantôt, là. Non, je sais. Okay. Ah, okay. En note, là. Mais non, c'est parce que là, on déboule là-dessus. Juste dire, depuis le début de la saison, là, on avait des questionnements à ces goalers. Puis on se disait, ouais, un Canadien part d'un goaler un des meilleurs. Puis là, ben, on n'est pas sûr qu'on a un goaler numéro 1. J'étais content pour Martin Beau hier. Ben, oui, mais même quand Jake Allen a goalé, entre autres, la soirée contre Détroit, tabarnache. 25 lancés dans la première période. Hein? Attends, non, je le trouve, on dirait... Je dis ça de même. Tu sais, quand le Canadien tourne alentour de Price, tout le jeu doit être transformé pour protéger Price. Là, on sent les gars un peu plus libres. Puis on sent aussi, puis c'est pas lui qui l'a demandé, by the way, mais on sent que ça enlève Jake Allen se sent probablement pour la première fois depuis qu'il est avec le Canadien, un peu comme il était avec Saint-Louis, même s'il avait Bennington à côté de lui. Il sent que c'est lui le goaler. Puis il sent qu'il y a un jeune qui va apprendre de lui. Il sent qu'il est là, puis c'est le vétéran, puis c'est le gars sur qui on compte. Il est juste là pour boucher le trou de Carey Price. Exact. Puis ça paraît dans son attitude, la manière qu'il se tient dans le net. Moi, je pense qu'on va avoir des surprises avec nos goalers cet hiver. En tout cas, Allen, on le sait, ce qu'il a le talent, par exemple. Ben oui. Oui. Il y a une carrière en arrière de lui. Martin Beau, il n'avait pas eu l'occasion. En fait, hier soir, c'est un de ses meilleurs, ça, qu'on a vu, là, qu'on a vu nous autres. Tu sais, je me rappelle pas de l'année passée de grandes performances de Samuel Martin Beau. Mais hier, là, j'ai trouvé qu'il était solide, stable. Ce qui l'a aidé, c'est le premier but. C'était pas un but. Ça, on aurait dit que là, tu parles de Montembeau. Tu parles de Montembeau. Oui, excuse. Montembeau. Montembeau. Ouais. Mais on l'avait vu l'année passée, il y a une couple de games, même blessé à un moment donné. Il s'était blessé une main. On avait vu qu'il avait tiré une grosse game. Là, il y a quelque chose. Je ne dirais pas que ça va devenir un joueur établi, un gardien numéro 1 dans la Ligue pour 10 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'est pas mauvais. Là. Il est loin d'être mauvais. D'abord, il y a le physique. On rit, mais dans le hockey moderne, là, si tu n'as pas le physique, ça devient compliqué. Pas sûr, moi, que je sais pas, mais que Rogatien-Vachon ferait une grosse carrière à 5 pieds 8. Non. Oublie ça. Non, mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gars, pour scorer, c'est le haut du filet. Parce qu'avec le style papillon, le bas, qui, pendant 100 ans, c'était à la place où lancer, mais dans les 15 dernières années, c'est en haut. Fait qu'en haut, ça veut dire que si tu ne mesures pas 6 pieds, d'ailleurs, fais le tour de la Ligue, puis y en a-tu bien des gardiens à 5 et 11 et moins? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Un gars comme, comment il s'appelle? On a parlé la semaine passée. Je pense que Alak était à 5 et 11, peut-être. Ouais. Puis voyons, on a parlé qu'il fait des chroniques, là, qu'il y a eu le Hart à Montréal, le genre... José. José Théodore. José Théodore, c'est un 5 et 9, 5 et 10. Là, ouais. Non, plus que ça. Oui? D'après moi, je ne sais pas ce qu'il donne la Ligue nationale, là, mais mon souvenir, c'était 5 et 10, 5 et 11. OK. Moi. Mais vois-tu, ça serait un petit gardien aujourd'hui. Alors qu'il était dans la moyenne supérieure. Ouais. À 5 et 10, 5 et 11, tu étais dans la moyenne. Ouais. C'était ça.
As-tu aimé l'ouverture du... Ben d'abord, Oui, regarde, je l'ai écrit, ça. oui, je sais. Puis c'était une ouverture, tu as dit, c'est Loud qui a rejoint René Lecavalier. Oui, mais moi, j'ai aimé le principe de dire que, oui, on a-tu vu des guenilles pendant que le Canadien était dans un bas fond? Ils faisaient des cérémonies pour tous les anciens. T'sais, on levait un chandail, puis là, on était bon pour un autre mois. Puis là, on faisait une autre cérémonie reliée au centenaire, puis on était bon pour un autre 2 mois. Mais ce coup-là, là, c'est pas compliqué, Jeff. On a parlé pour la cérémonie était faite pour tes enfants. Oui. Dans le fond. Oui. Puis c'est ça qui va les faire vivre à long terme. Puis, à un moment donné, je pense que c'est compris par tout le monde, ça, qu'on ne reverra plus jamais. Tu sais, des équipes comme avec Lafleur, puis Cournoyer, puis même après, Carbeau puis Patrick Roy. Je veux dire, tu sais, le mieux qui peut arriver, c'est piquer pendant 1 an ou 2 avec, mettons que tout est génial, puis que Suzuki puis Caulfield, c'est l'équivalent de Lemaire puis Lafleur, là. Mais on n'est pas sûr encore. Mais tu sais, faut qu'ils arrivent, eux autres, au sommet, mais avec, ça prend un corps arrière, puis ça prend une défense, puis ça prend un gros gardien. Tu sais, on oublie à quel point ces équipes-là étaient parfaites. Pas compliqué. Bobby Smith, Danfous, Rick Green, Éric Desjardins, Patrick Roy dans le but. Qu'est-ce que tu veux? Le jour où tu vas avoir ça, puis c'était pas la meilleure équipe de la Ligue, mais ils ont gagné la Coupe en 93. Oui, 93, il y avait vraiment un meilleur club que 86, là, ça c'est clair. 93, des fois. Si on se dit, 93, un peu. Non, c'est pas vrai. 93, il y avait un très bon club. Il y avait un maudit bon club. Oh, il y avait un bon Puis club. Québec en avait un sucré à part de ça. Oui. Ben oui, mais c'est la fois que. Ça, c'est la fois que Nordique menait contre le Canadien dans la première. 2-0. 2-0. Puis que. Je n'oublierai jamais Daniel Bouchard qui me dit. Il patinait. Il devait être coach des gardiens, là, en 93. Oui. Et il patinait, puis avant de remonter à Montréal, tu sais, j'avais mon trench coat, on était au printemps, là, puis à Québec, au printemps, tu gardes ton trench. Fait que j'avais 2 mains dans les poches. Fait que, relax. Fait que là, il dit, on a trouvé la faiblesse à Casso. Ouais. Ça s'est terminé, là. Ça s'est terminé. Mais moi, ça, c'est une affaire que je raconte souvent parce que j'ai fait un fou de moi. On montait dans le parc des Laurentides, dans Gadou, puis on s'en allait prendre l'avion. On partait 2 semaines pour un voyage de golf en Floride avec une gang de chums. Puis là, j'ai dit aux gars, parce que nous autres, on s'assinait. Moi, j'étais au Saguenay, donc c'était un mélange 50-50 nordique-canadien. Puis là, ça se finissait partout par des claques à la gueule. Je savais que tu t'envoies 6 gars jouer au golf. C'est sûr que si on prend un verre un peu à travers, puis il y a une série canadien-nordique, ça va finir par se taper sa tête. Ça va être 3-3, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Puis là, après ça, tu vas être une semaine en voyage, on va pas te parler, ça va être plat. Donc, j'ai dit, là, on fait un deal. OK, là, on est dans le char. Canadien a gagné en 2e. On était en route pour l'avion, c'était en soirée. Puis on prenait l'avion le lendemain matin de bonne heure. Donc là, j'ai dit, on fait un deal. Canadien, c'est réglé. Nordique mène 2-0. Canadien est éliminé. On n'en parle plus. Puis on verra ça après 2 semaines. Et là, on n'est pas dans l'époque des téléphones puis tout. Là. Donc là, on arrive à Fort Lauderdale, puis je le dis pas. À un moment donné, je m'en vais chercher dans la boîte de métal, je m'en vais chercher le Sun Sentinel. Puis là, je rentre dans le condo, puis je dis, ben sacrement, c'est 3-2 Canadiens. J'ai dit, à soir, on s'en va chez Paiement. Le deal est fini. Oui, au Coral Plaza. Le deal est fini, on s'en va chez Paiement écouter le hockey. Puis là, ben quoi, que regarde, le party à pogné. Là, les gars disaient, ben oui, c'est sûr, quand on gagnait par 2, tu l'as pu l'écouter, pasteur, que tu gagnes par 1, on commence à écouter les games, maudit règlement de cave. Et là, finalement, oui, le penalty box à Paiement, ben oui, regarde, quelle belle époque. Mais après ça, on a pogné Hartford, c'est ça, hein? Non, on a pogné Buffalo. On a pogné Buffalo après? Oui. OK, Hartford. En 93, c'est ça, c'est Buffalo. Non, je pense que c'est Hartford parce que Claude Lemieux a compté le but vainqueur en overtime. T'as quoi comme série, toi, là, vous parlez de 93 ou 86? 93. 93, c'est Montréal a battu Québec, après ça, Montréal a battu Buffalo.
Ah, Buffalo? Oui. Après ça, c'est quoi? Après ça, c'est les Islanders. OK, c'est les Islanders. Puis ça finit contre Los Donc, Angeles. les Hartford, c'est 86. Hartford, c'est 86. Hartford, c'est Claude 86. Lemieux. Claude Lemieux, c'est 86 en overtime. C'est ça. Il se faisait à la barre, puis il était payé encore par un salaire de la Ligue américaine, puis il venait d'envoyer le Canadien quasiment en demi-finale. Puis il se faisait à la barre. Puis dans ce temps-là, au Forum, il y avait un petit corridor où les gars se faisaient à la barre, puis ils changeaient un petit peu plus loin. Alors, mais on avait accès à tout. Puis là, il dit dirais-tu que je suis l'aubaine de l'année, moi, là, avec un salaire de la Ligue américaine? Fait que je dis oh! Fait que là, les gars allaient manger chez le bœuf, Claude Saint-Jean. Fait que j'ai dit écoute, bas en bas, là, il y a des téléphones, puis appelle-moi parce que je peux pas te parler ici. m'en vais après. On n'avait pas de cellulaire, 86. Non. Fait que là, à 11h30 ce soir, je m'en vais après. Le téléphone sonne. C'est Claude Lemieux qui a mis du scène pour me parler à côté des toilettes chez Le Bœuf, Claude Saint-Jean, puis qui me compte tout son argent. Le Bœuf, c'était-tu à la brasserie ce qui faisait manger des steaks? C'était où, ça? Ben oui, le Claude Saint-Jean Steakhouse. Oui, c'est à ça. Greenfield Park. Exact. OK. Le Bœuf, c'était l'ancien lutteur, puis Oui. ami de Serge Savard. OK. Fait que là, Oui. il me raconte toute l'histoire. Ben, c'est quel gars fait? Déjà après, je l'écris. Et le lendemain matin, mon grand tabarnak de calice, c'était Serge. Serge. Parce que c'était en plein playoff quand même. Oui. C'était ouais, c'était pas un bon timing de mettre la marde dans la place. Ben, il avait fait un ajustement. OK. Oui, par après, il l'a ajusté un Dans peu. ce temps-là, ça fait des contacts qui durent longtemps. Oui. Merci, Régent. Hey, mais avoue que le début de saison, OK. Détroit était meilleur vendredi. J'ai pas écouté la game samedi. Hier, contre Pittsburgh, ça a été impressionnant. J'ai été impressionné, entre autres, par leur caractère. Ils sont capables de revenir. Ils perdaient 2-0. Ben, 2-0 hier, là, normalement, tu vas te coucher. Ben oui, 2-0, tu vas te coucher. But important en fin de troisième période. La passe de qui? Super passe de Drouin. Oui. Les gars savent que Caulfield va être là tout le temps. Puis ça, tu peux pas... Il n'y a pas de défense contre ça. Il n'y a pas d'arrêt non plus que tu peux faire contre des jeux de même. C'est impossible. Stamkos fait ça depuis combien d'années? Ben oui. Regarde, c'est comme empêcher Ovechkin de compter les buts, ce qui est contre. Il y a des endroits qu'il n'y a pas une défensive. Tu peux pas Tu peux pas t'avancer, tu peux pas te reculer. Tu peux rien faire. T'es fait. Mais la passe, Drouin, s'il nous fait quelques passes de même, on va te dire de quoi, ça peut lui donner confiance, puis ça peut faire qu'il revient. Tu sais, on a le droit de rêver, là. Ben, c'est dans la presse que... C'est dans la presse que j'ai fait ça. À partir de Sylvain Chamberlain, que tu dois connaître. Très bien. Fait que là, Sylvain, là, dans les connaisseurs de hockey, dans ma liste à moi, là, il est numéro 1. Pour vrai? Sylvain Chamberlain. Ben, j'ai vu ton article que tu disais que vous jasiez pas mal pendant votre voyage de moto. Là. Non, mais le voyage en moto, là, quand Sylvain, c'est Lady Joe qui entre, donc elle se fait saluer. Oui. Donc, quand... Ça veut dire donne-moi des collations. oui. Quand Sylvain Chamberlain a commencé à parler de hockey, on était, je ne sais pas où, Florence, je pense, en Oregon. Là, mais tu sais, je suis payé pour connaître ça. Mais lui, il n'est pas payé pour connaître ça. Il connaît ça parce qu'il aime ça. Là, à un moment donné, il s'est mis à parler il dit, qui? Ben oui, il dit, c'est le deuxième paire de défense à Détroit. Là, il dit, un instant, là, qui c'est qui connaît ça, la deuxième paire de défense à Détroit? Oui. Puis là, ça continuait. Mais c'était pas pour flasher. Il jasait. Là, il a commencé à parler. Les autres, ils sont 15 dans un pool. C'est bien complexe. Mais puis ça fait des années. Je peux te dire que, comme par exemple, quand il me dit Suzuki puis Caulfield, probablement 7e ronde, ça, dans le pool. Autrement dit, t'en as repêché 200 à des prendre. Ouais. Mais, on va le regretter, ça. Peut-être qu'il va le regretter. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il me disait, voyons, je ne veux pas perdre mon lit. Ah oui. Il dit, à un moment donné, là, ça va être, ils vont jouer pour 333. Ça, c'est après Détroit. Ça va monter à 500, mais tu ne fais pas les playoffs à 500. Non. Ça veut dire qu'à 500, ils sont à une défaite d'être sortis des playoffs. Mais puis, ils ne sont pas encore dedans. Ben là, jeudi, c'est Arizona. Ça veut dire normalement, ils devraient gagner. T'as peu. Arizona a battu Toronto. Il ne faudrait pas que Sheldon Keefe en perde trop d'une même. Non, ben, lui, c'est le premier qui va sauter.
Ça, c'est un call de notre chum Les, puis je pense qu'il avait dit au début de saison, il dit, lui, il est sur le watch, mais il faut voir qu'il y ait un bon début de saison. Excuse-moi, ils sont pas à la hauteur du line-up, là. Ben, lui, je reviens toujours à Chamberlain, parce que c'est très sérieusement, là, il dit la bonne surprise du Canadien cette année, il dit ça risque d'être Jonathan Drouin. Le monde s'attend à rien. Ouais. Toi, le premier. Oh oui, regarde, moi, on ne l'habillait même pas. Première game, il était en col roulé dans le couloir. Là. Bon. Fait qu'il dit, si lui donne le moindrement, ça veut dire que tout ce qu'il te donne, c'est de la plus-value. Ben oui. T'attends à zéro. Non, passe hier, là, quoi? Le but égalisateur, c'est déjà de la plus-value. Exact. C'est peut-être ce qu'il voulait. Moi, je pense que Martin Saint-Louis... Il y a peut-être un côté Carey Price aussi. Oui, oui, mais voilà. Donc là, tu y enlèves la pression. Tu viens de... Puis peut-être qu'il n'est pas au courant de ce que le plan de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, moi, ce qui m'impressionne de lui, oui, son expérience de joueur de hockey, ça paraît tout de suite de comment il fait confiance à Caulfield et à Suzuki. Sauf que je vois que c'est un gars extrêmement intelligent. Et quand un gars est intelligent de même, au-dessus de la moyenne, il pense à des affaires de même. Donc, ça veut dire qu'il ne l'a pas habillé première game. Il a montré qu'il ne faisait pas partie des plans, probablement. Il les ramène tranquillement. Donc, le gars n'a plus de pression parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à perdre. Et bang, le gars, pas de pression, peut se mettre à faire des miracles. À 6 contre 5, quand tu es sur la glace, là, avec le gardien de but retiré, oui. Ça veut dire qu'on compte sur toi pour la mettre dedans. Ben oui. Pour sauver la défaite. Ben en fait, on s'attend à ce qu'il a fait. Ils s'attendent à ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Une super passe pour faire compter un but. C'est ça, Drouin. Drouin, c'est un passeur. Plus qu'un scoreur. Oui. Ben oui, regarde. Ah non, le Canadien peut ne. Ils ne feront pas les playoffs. Ben, mais ils vont et nous surprendre. J'ai un tournage. OK. Hey, je peux-tu revenir sur l'article que tu as fait le lendemain qu'on s'est parlé, parce qu'il nous reste 5 minutes à peu près, puis j'ai trouvé ton texte vraiment bon quand tu as parlé, puis j'en ai parlé avec Dominique Gauthier un peu plus tard cette semaine, la semaine passée en fait. Tu as parlé de ce qui s'est passé à Hockey Canada. D'abord, c'est un bon débarras, puis c'est un bon nettoyage. Mais j'en ai parlé de ça à Dom Gauthier, de ce que tu avais dit. Puis aussi, c'est un peu ce que je vois de mon bord. On a comme, quand il arrive ce genre de patente-là, on généralise beaucoup. Et là, il y a la ministre qui a dit, ben là, il y a une masculinité toxique au hockey qu'il faut régler. Alors qu'on a une couple de voyous qui ont agi en imbéciles, puis qu'il y a une organisation qui a essayé de se protéger le cul. Mais ça fait pas de deux crimes, en fait. Le premier crime, c'est des imbéciles qui se sont comportés en voyous, probablement à cause de l'alcool. Oui. Puis le deuxième crime, c'est la complicité après crime des dirigeants de Hockey Canada. Mêlons pas les affaires. Tu sais, toi, le premier, comme amateur de hockey, puis tous ceux-là qui aiment le hockey, et puis les filles, puis les hommes, puis les femmes, puis les jeunes gars qui aiment le hockey, c'est que vous voulez avoir des hommes capables d'être courageux, de prendre un coup, d'être combatif. S'il faut, dans le hockey tel qu'il est dirigé, dropper les gants. Mais tu t'attends à ce qu'il y ait un comportement qui est aussi, soit dit en passant, masculin. Se comporter comme un gentleman. Oui, ben oui. Bon. Mais là, hey, masculinité toxique, ça veut dire quoi, ça? Je fais attention à ce que je dis. Mais dire sérieux, c'est que tu veux comme hockey, si tu veux comme un sport, et ça va bien plus loin que ça, là. À un moment donné, est-ce que vous voulez extirper complètement les qualités qui font que c'est des soldats là, qui sont en Ukraine présentement? Oui. Est-ce que c'est que vous voulez? Non, je sais qu'il y a un nettoyage, on essaie de... Surtout dans l'esprit du wokisme. Il faut nettoyer les voyous. Oui, bien c'est ça. Contentons-nous. Des voyous, il y en a. Là. Ça, c'est clair. Il y en a déjà une bonne job à faire là. Puis, sais-tu quoi? Je le disais à Dom Gauthier. J'ai dit, Dom, moi, j'ai joué au hockey pas mal. Puis j'ai joué avec... dans l'époque où j'ai joué, je peux dire qu'effectivement, il y avait quelques matchs chauds. Puis il y avait des histoires. Il y avait des filles aussi qui couraient après les gars pas mal. Ça jouait des deux bords. Mais j'ai dit, aujourd'hui, si vous parlez avec des gens qui sont impliqués dans le hockey, sérieux comment le hockey est devenu pour percer puis monter en haut, plus que jamais, là, si on compare à, mettons, 30 ans, 25 ans, 40 ans, il n'y a pas de comparaison possible. Puis les jeunes, aujourd'hui, ils ont été élevés différemment.
Ils ont la tête ailleurs. Les filles ne se comportent plus de la même manière non plus. Ça veut dire, c'est sûr que si une fille a un croche sur un gars qui joue dans un club junior majeur, puis que le gars est repêché, puis qu'elle va avoir de quoi avec lui, puis avoir d'une chambre, elle a le droit, là. Mais je veux dire, elle, le problème, c'est que c'est ces deux gars, c'est les deux chums du gars qui arrivent par après qui est le problème. Ça, faut régler ce problème-là. Mais en général, pour les gens qui sont impliqués dans le hockey, puis qui sont encore impliqués dans le hockey aujourd'hui, avec les jeunes juniors, ça, ils disent, excusez-moi, là, mais ça n'a rien à voir qu'avant, là. Donc, c'est des cas d'exception parce qu'il dit les gars d'aujourd'hui, ils ont leurs problèmes, là, ils ont leurs histoires, chaque époque a ses problèmes. Mais si on compare il y a 40 ans et aujourd'hui, c'est plus le même comportement. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas demain matin. On peut dire ça, puis demain matin, il y a une histoire. On vit, il y a des mais humains. Mais ça peut arriver partout, ça. Mais ça peut arriver partout. Mais sans farce, là. L'été, là, nous autres, à la maison, là, Zach, il y a eu 19 ans là, au mois de septembre. Mais ils ont des parties, puis gars-filles, puis il faut que ça... C'est sûr qu'honnêtement, dans la maison, puis à l'école, ils sont prévenus, puis ils ont tellement d'exemples. Mais moi, dire de quoi? Moi, la 4e bière, quand ils conduisent pas, là, c'est la plus dangereuse. Ouais. Oui, c'est ça. Tu fais quoi? Ben là, c'est parce que là, on tombe dans des jeunes d'un bord et de l'autre qui sont des hormones par-dessus la tête, puis en plus, on il y a de la boisson au travail. Puis que l'alcool fait tomber les filtres. Ouais, c'est ça. Puis ça, même si on essaye de tout faire. T'sais, le crime là-dedans, c'est que du monde qui a essayé d'enterrer ça, puis ils ont racheté des affaires, puis ils ont acheté un pack des millions pour sauver le cul. C'est le deuxième crime. Ça, c'est le deuxième crime. Puis c'est peut-être parce qu'on ne veut pas non plus minimiser ce que la jeune femme a subi. Mais en réalité, si les autres disent dès le départ, bon, ben, écoutez, là, on a transmis le dossier à la police, merci, bonsoir. C'est ça. Bon. Sais-tu quoi? Puis ça n'aurait pas empêché de veiller, de réconforter et de prendre soin de la victime. Exact. C'est ça. Regarde ça. Mais ça, c'était pourri dès le départ. Ah oui, c'était pourri. Ça a pris. Il a fallu qu'il y ait des menaces de commanditaires qui partent puis avoir de la pression de Tim Horton. Puis, soit dit en passant, comment tu veux qu'une police rentre dans le dossier, là? Oui. Oui. C'est dans le fond, là. Même les 8, comment est-ce que tu veux déterminer qui c'est qui est coupable vraiment, qui c'est qui était dans la porte, qui c'est que... Qui a fait quoi? Ben oui. On l'a vu 100 fois dans des films. Qui fait quoi, comment, dans quelle intention? Hey! Ouais. Comment tu veux mettre une police là-dedans? Hey, faut que je te fasse un message avant de partir. La belle-sœur de mon grand chum, Denise de Beautiful, qui, je pense, d'après moi, c'est celle aux îles. Je ne sais pas si c'est celle aux îles de la Madeleine, mais elle dit, tu diras à Jeff que j'ai été fâché pendant des années après Régent. Elle dit, là, je l'écoute avec... C'est pas fin, par exemple. Elle dit, j'ai été fâché après des années. Elle dit, quand il a fait mourir Marina Orsini dans Lancer Compte, j'y en ai voulu pendant des années. Donc, je te fais le message. Et c'était une belle mort, en plus. Ben là. Oui. Il dit que c'était une belle mort. Crise d'arythmie après avoir donné naissance. Oui. C'est pas une belle mort, ça? Oui, mais c'est un... Hey, sais-tu quoi? Et un des infirmiers que tu vois dans la scène dit à ta belle-sœur, oui. dis-lui de bien regarder la scène, si elle a le cœur solide. Un des infirmiers dans la scène, oui. c'est Peter Guerra. C'est lui qui m'a opéré pour l'arythmie. Oh! Ouais. Fait qu'on voulait OK, c'est un vrai de vrai. Oui. Wow! C'est lui qui est grand boss du département d'arythmie à l'Institut de cardiologie à Montréal. Tabarnache. J'avais dit à Peter, je veux pas qu'elle se réveille. Régent, merci, t'es fin. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Salut, Julie, pour nous autres, on s'en parle. C'était une belle mort. C'est une belle mort. Hey! Suzy est parti. Suzy est parti. Joe Hamel est le prochain ici même sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Après Régent, on est prêt pour notre chum Joe Hamel, qui est là avec un paquet de sujets. Tabarouette, mais ça, j'ai du stock. L'enfer, j'ai des chiffres. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, ce genre de patente-là. Joe, t'es salué. Comment tu vas, my friend? Très bien, très bien. Good.
Qu'est-ce que tu veux qu'on commence? On a des histoires de COVID, des chiffres quand même qui nous montrent qu'on s'est peut-être excité le poil des jambes pour rien. Là. Non, écoute, puis c'est drôle parce que ce chercheur-là en question nous avait averti à peu près dès le début, en fait, depuis les débuts de la pandémie, soit avril 2020. Et on parle de Dr. John P.A. Ioannidis, qui est professeur de médecine et d'épidémiologie et par courtoisie de statistiques et de données biomédicales à l'Université Stanford. Donc, c'est quand même pas rien. Là, il vient de sortir un nouvel article à l'effet que le IFR, donc ça, c'est le Infection Fatality Rate, pour la période pré-vaccination, ce sera encore, en fait, plus bas qu'on pensait. Donc, selon cette recherche-là, on estime, là, pour les gens de moins de 70 ans, un IFR de 0,1%. Donc, on l'a estimé à 0,4, 0,5 à quelques reprises pendant la crise. Donc, c'était largement surestimé. Et pour vous donner une échelle de comparaison, pour l'influenza, on dit que c'est entre 0,04 et 0,1. Donc, en termes de risque total, on n'est pas loin de l'influenza. Mais moi, je dirais que c'est moins pire que l'influenza, parce que l'influenza, ça affecte beaucoup plus les jeunes. En fait, il y a même des jeunes et des enfants qui meurent de la grippe de l'influenza à chaque année. Il y a un article en avril 2020, la presse, et je vous lis textuellement, mais ce qu'on sait, c'est que la COVID-19 chez l'enfant n'est en rien comparable à l'influenza, pour laquelle les jeunes sont des vecteurs importants de transmission. Il y a eu 183 hospitalisations pour l'influenza à Sainte-Justine au cours de la dernière année, dont 24 aux soins intensifs. Et là, il y a Dr. Marc Lebel, pédiatre, qui disait « Il est donc important de prendre un peu de recul et relativiser les infections. Le risque zéro n'existe pas, mais nous avons bien vu de pires infections pour la pédiatrie que la COVID-19. » Et ça, c'est avant toutes les mesures qui ont été appliqué aux enfants. On parle d'avril 2020. Là. Donc, il y avait abondamment de signes de gens crédibles avec des backgrounds académiques importants, dont des gens que dans des circonstances normales, on écouterait. Je te rappelle aussi que John Ioannidis, c'est lui qui avait fait l'étude avec, tu te rappelles, le bateau de croisière Princess quelque chose, là, et il arrivait autour de 0,1% également. Donc, il a été toujours spot-on sur son évaluation du risque là, de la COVID, et on n'a jamais écouté. D'ailleurs, même les experts locaux là, de pacotille ont traité ce gars-là de complotiste de tous les noms. Bref, avec le recul, ça va apparaître très clair que ce gars-là était pile dans le mille pour ses estimations. Alors que les pays du monde entier se sont servis du genre de celui qui avait déjà levé la tête sur une autre patente dans le temps, là, qui était le genre de chercheur britannique, j'oublie son nom, là, qui avait apeuré tout le monde, qui disait qu'on allait toute la pogner dans les prochaines semaines, puis que le taux de mortalité allait être énorme. Et c'est là que les gouvernements ont paniqué, c'est là que les gouvernements ont fermé les économies, ont pris toutes les mauvaises décisions pour lesquelles on paye le prix encore aujourd'hui. Là, toutes les histoires de ce que nous vivons en ce moment, au niveau économique, c'est relié à ces mauvaises décisions-là, des décisions prématurées, des décisions qui ont été prises non pas avec la tête, mais malheureusement avec des émotions. Et ces gens-là, des grands décideurs des grands pays modernes, nous ont montré qu'ils n'étaient pas à hauteur pantoute pour prendre des décisions à des moments névralgiques. Puis là, on a l'air fou un peu, là, parce que veut pas, l'économie, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas vers quoi on s'en va dans les prochains mois, mais une chose est sûre, on ne peut pas faire autrement que lier ça aux mauvaises décisions qui ont été prises. Il y a une affaire aussi qui nous fait capoter. Bon, il y a toutes les histoires, Joe, sur la patente des vaccins. Là. Moi, je trouve ça je suis un peu surpris de voir, je dirais, la tollée aux alentours de ce que Pfizer a comme dit un peu par accident, comme de quoi qu'il n'avait jamais vraiment testé alors que c'est évident qu'ils n'ont pas testé les vaccins, le nombre de mois qu'ils ont eu pour les faire et tout. C'était certain qu'il n'y avait pas d'études de fait. Et on l'a vu rapidement. On l'a vu rapidement de nos yeux vus. Moi, je ressors l'article que j'ai été attaqué par la presse le 23 décembre 2021, il y a quelques mois. On m'en voulait. On a visé les patrons de la radio où je diffusais une émission à ce moment-là, les patrons de RNC. On l'a carrément visé. Quelques semaines plus tard, on m'avisait que mon contrat n'était pas renouvelé. Donc, il y a un lien direct entre cet article-là et tous les points que je mentionnais.
sur lesquels on me visait de désinformer la population se sont avérés en quelques jours. Et maintenant, avec la dernière histoire de Pfizer, en quelques mois, se sont avérés vrais à 200%. Et là, maintenant, on est comme dans le déni. Là, maintenant, c'est les gens qui avaient vu ça, les gens qui avaient vu que les vaccins immunisaient pas, que les vaccins n'empêchaient pas la transmission, donc que le passeport vaccinal était quelque chose qu'on avait zéro besoin, qui n'empêchait rien. Moi, je disais dans le temps, je disais au mois de novembre, j'ai dit, premièrement, on va toute la poigner. Ça va, on ne sait pas quand, mais on va toute la poigner. C'est arrivé pendant les fêtes. Deuxièmement, j'ai dit, si vous mettez 200 personnes dans un restaurant, même s'ils ont tous un passeport vaccinal, s'il y en a un dans la gang qui l'a, bien, probablement que les 200 après la soirée, qu'il y a un mauvais changement d'air dans le restaurant, les 200 vont en poignée parce que ça ne protège rien. Je me faisais traiter de complotiste, de tous les noms. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Et là, bon, on apprend ça. Puis, c'est un peu surprenant de voir comment ça tourne parce que là, les défenseurs de aller chercher une autre dose, donner des doses aux enfants pour protéger les grands-parents, parce que dans leur tête, ils nous faisaient encore à croire, il y a quelques semaines, que d'avoir des vaccins, ça protégeait les autres. Alors qu'on savait très bien avec les chiffres, on voyait que ça ne marchait pas, mais ils continuaient. Ensuite, ils nous ont dit toutes sortes d'affaires. Et là, maintenant, ils nous disent, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Vous le saviez depuis longtemps que ces vaccins-là n'étaient pas là pour empêcher la transmission, que ce n'était pas là pour empêcher, pour créer une immunité collective. Ces vaccins-là sont là pour vous empêcher d'aller à l'hôpital et de ne pas mourir. C'est dégueulasse ce qui se passe, sérieux, là. C'est incroyable. Écoute, ils ont passé rapidement sur l'épisode que tu as mentionné tantôt, que justement, je pense que c'est un directeur de Pfizer qui s'était ouvert la trappe là, dans une commission parlementaire européenne. Et ça, en fait, on l'avait compris par la force des choses que le vaccin ne limitait pas la transmission. En fait, c'était pas mal évident. Ceux qui ont soulevé ça ont été traités de tous les noms, toi le premier. Il faut revenir en arrière. Dans le fond, toute cette panique-là qui a mené au vaccin, qui a mené aux doses répétées, qui a mené aux mesures restrictive. On a tombé dans une dynamique, et particulièrement au Québec ici, là, dans une dynamique quasi fasciste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le gouvernement a sciemment divisé la population. Et moi, c'est ce que je trouve déplorable, que ça n'a pas été assez soulevé dans la campagne électorale, cette dynamique de division-là. Et ils savaient, là, ces gens-là savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ne pensaient pas qu'ils vont plaider la crise, ils vont plaider l'inconnu, mais ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et il y en a aujourd'hui, moi, Jeff, je te dis, il y en a plusieurs que sans nécessairement supporter la CAQ au niveau idéologique, sont très contents que la CAQ soit élue parce que ça va leur permettre de glisser cet épisode noir sous le tapis. Moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Là. On ne va pas oublier. Moi, en tout cas, je ne vais pas oublier. On a paralysé la civilisation occidentale. On a scrappé des millions de vies de gens non à risque. On a déployé la plus grosse expansion monétaire relative en temps de paix. Et ça, pourquoi? Pour un virus similaire à la grippe. Il ne faut jamais oublier ça. En tout cas, moi, je vous dis, là, moi, je vous garantis, moi, je n'oublierai pas ça. Et aujourd'hui, c'est mon prochain point, les urgences sont occupées plus que jamais. On dirait que depuis qu'on est au monde, on lit ce genre de nouvelles-là. Il y a des hôpitaux qui sont à des niveaux d'occupation qui sont... c'est quasiment des hôpitaux qui sont quasiment impraticables maintenant. Ça continue. Là, on me dit que même avec la COVID, on ne nous le dit pas trop, là, mais il y a beaucoup de cas de COVID actuellement. Donc, on a perdu le contrôle un peu. Puis la réalité, c'est qu'ils ne seront pas capables de soigner personne. Donc, c'est le bordel. Mais les gens ont voté pour la CAQ. Ils ont voté pour la continuité. Il ne faut jamais oublier ça, là. Non, exact. Écoute, je te reviens sur l'histoire des urgences, mais je veux passer un message, puis c'est important, parce qu'on va fermer la boucle du COVID avec ça. Vas-y. Je pense qu'on va moins y revenir, mais je disais... Moi, j'ai un message pour ceux qui ont résisté, qui ont critiqué, qui ont débattu, qui ont subi les conséquences de tout ça, que ce soit dans leur travail, dans leur famille. Puis votre provenance, votre background, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez avocat, médecin, soudeur, que vous soyez manœuvre ou étudiant, il n'y a rien de ça qui a d'importance. Vous avez passé à travers le plus gros test d'intelligence de l'histoire humaine. Et peu importe quelles étaient nos différences ou conflits avant cet épisode de fou, là, ben maintenant, vous êtes mes alliés et vous êtes mes amis. Fin. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Là. J'ai rencontré des gens qui m'ont conté des histoires incroyables, des grandes entreprises multinationales qui faisaient des 5 à 7 où ils séparaient les vaccinés et les non-vaccinés. Des choses que, si je reviens en arrière 10 ans et que je vous raconte ça, vous ne le croirez jamais. Et quand je dis qu'on est tombé dans une dynamique quasi fasciste et que plusieurs personnes qui ont soutenu ça sont contents de voir la CAQ réélue pour qu'on glisse ça sous le tapis, il faut, par décence humaine, ne pas oublier et s'assurer qu'ultimement, qu'il y a des changements fondamentaux qui soient faits. Et là, je rebascule sur ton histoire d'urgence.
C'est assez incroyable ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est les mêmes manchettes depuis quoi? 1970, 1965, que les urgences débordent, etc. Mais là, ce qu'on se rend compte, en réalité, c'est que là, c'est un peu différent. C'est que c'est une pénurie de main-d'œuvre. Ah, là, on met ça sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre. J'imagine que c'est la guerre en Ukraine qui a mobilisé les infirmières québécoises qui sont sur le front, quelque chose comme ça. Mais bref, on se rend compte que c'est le gouvernement du Québec qui est un mauvais employeur. Le système public, et ça, une autre chose que je déplore, c'est que ça n'a pas été assez frappé. C'est un clou qui n'a pas été assez frappé pendant la campagne électorale. La fraude du modèle québécois, d'un monopole public de la santé qui n'est pas capable de livrer des services aux assurés de la RAMQ. Et là, il y a une citation assez incroyable dans l'article que je t'ai envoyé. L'attaché de presse du ministre Dubé, Marjorie Côté-Boileau, qui est la fille de l'autre en passant, souligne que malgré la situation vécue à l'hôpital du Surroi, le taux d'application sur civière qui frisait le 300 % l'an dernier est retombé à 125 % au cours de la dernière année. Ah ben quand même, de 300 à 125, c'est quand même pas pire. La situation est loin d'être parfaite, mais il demeure qu'on est dans une période de transition dans le réseau de la santé. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vraiment vers un nouveau modèle, Jeff? Ouais, ça ne bougera pas bien. Les manchettes vont être les mêmes pour les prochaines années, c'est sûr. Mais là, riez pas, là. Riez pas, là. Tu n'as pas le droit de rire. Paul Arcan, qui fait sa revue de presse, puis aujourd'hui, il capotait sur les hôpitaux qui étaient pleins de monde. Il dit à Saint-Eustache, ils sont à 178 %. Après ça, il dit... Mais comment ils au font? CHUM, il dit au CHUM. Là, c'est Arcan. C'est Paul Arcan. Il dit au CHUM, ils sont à 155 %. À Maisonneuve-Rosemont, ils sont à 140 %. Puis les gars, ils braillent dans le micro à matin. Ils braillent, puis ils braillent, puis ils braillent. C'est Paul Arcan, le même qui défendait... Le système, le modèle. Système. Avec il y a 2 semaines à peine. Comment ils font pour s'en tirer? C'est ça que je comprends pas. Comment ils font? Ils le savent. Moi, je pense que c'est une game qu'ils jouent. Ça, c'est des gens sur le... C'est en fin de vie professionnelle. Là. Ils n'ont pas le guts de contester quoi que ce soit. Et ça me fait rire. C'est un peu comme les ex-edgy comme Pat Lagacé qui font partie de l'establishment. Maintenant, ils vont se faire défenseurs du modèle, comme à peu près tous les artistes et les gens qui ont une tribune. Personne n'ose critiquer le puissant gouvernement de la CAQ, mais en privé, c'est tout le contraire. Je pense que c'est déplorable que ça se soit pas reflété de manière plus importante dans le résultat électoral, mais il y a quand même des résultats intéressants, je te dirais, au niveau des 55 ans et moins. Il faut bâtir là-dessus. Dans les 4 prochaines années. Il faut voir, d'ailleurs, on peut peut-être faire un petit saut en politique. Il faut voir comment, par exemple, le Parti conservateur sera en mesure de se positionner moi, je pense que l'avenir, elle est définitivement sur la base qui a été jetée, c'est-à-dire de critiquer, de questionner le modèle québécois comme étant non viable, ne peut pas perdurer dans le temps avec le vieillissement de la population qui s'en vient. C'est les jeunes qui vont payer le prix de ça. Il faut que ça soit rallié. Il faut qu'il y ait une certaine adhésion des plus vieux à l'effet qui vont léguer un système moins bien en santé qu'eux, ils ont reçu de leurs parents. Ça devrait être un wake-up call important là, pour les personnes plus âgées. Il y a pas mal de pain sur la planche là, pour le Parti conservateur et Éric Duhem dans les 4 prochaines années. Oui. Il y a un bon défi, il m'a dit que s'ils ne suivent pas mon plan, ça va être... D'après moi, ça va être un peu plus difficile qu'on le pense. Parce que, tu sais, on veut pas, on en jase. Là, une fois que la campagne est terminée, on est comme capable de parler d'une manière différente de cette élection-là. Puis, de ce qu'on comprend, c'est que dans les personnes âgées, parce que là, il y a des gens qui essaient de soulever des histoires sur la CAQ, entre autres, sur des candidats qui avaient 2 chapeaux, qui étaient lobbyistes, etc. Arrêtez de penser, comme je disais en début de show, Jerry, arrêtez de penser que les électeurs de la CAQ, c'est le genre de nouvelles qui leur lève le cœur. Ça leur dérange pas. Eux, ce qu'ils ont voté, ils ont voté pour un genre de bonhomme qui leur ressemble, qui les a rassurés pendant la COVID, qui leur parlait comme si c'était des gros bébés, puis il leur a promis un chèque de 500 avec peut-être un autre chèque de 2000. Juste ça, tu peux faire ce que tu veux. Ça, je comprends qu'à un moment donné, il va y avoir une fin, mais dans le fond, je pense que le Québec, Joe, est à l'aise avec la médiocrité. Et c'est pas juste les boomers. Il y a pas beaucoup de monde comme nous autres, Joe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose s'en aller le vent d'en face puis prendre toutes les critiques que ça va amener puis claque sa gueule qu'on va voir dans le côté pour essayer de se tenir debout. Puis pour une raison bien simple, on veut que la place soit meilleure. Puis c'est facile d'être meilleur qu'on l'est actuellement. Bien, il n'y en a pas gros de ça. Puis je te dirais que je ne suis pas certain que même dans la gang qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec, il y a tant de gens qui sont prêts à fighter
pour ce qu'ils veulent, c'est-à-dire d'être meilleurs, d'avoir des services, de se faire opérer, d'avoir des hôpitaux qui ont de l'allure, On n'est pas nombreux, puis ça me gruge par en dedans. Écoute, je pense que c'est un peu... je pense que c'est propre à la nature humaine. Tu as toujours un ratio de leader et de non-leader qui est quand même important. Reste à savoir comment... Mais je pense qu'il manque de leadership, il manque d'espoir, il manque de voir... C'est pas comme si on vivait sur un continent ou sur une île isolée dans le Pacifique. Là. Je veux dire, on est quand même voisins de juridictions qui fonctionnent quand même mieux. Tu fais juste regarder la qualité de la chaussée quand tu traverses en Ontario ou Vermont. Je veux dire, c'est quand même assez évident comme distinction. Donc, il y a un paquet. Regarde des urgences juste au Vermont également. Donc, il y a quand même une comparaison claire dans le contexte nord-américain qui peut être faite. Je continue de penser que, en fait, le chèque de M. Legault, c'est quand même intéressant sur le fond. Avec le recul, je pense que, de loin, la proposition du Parti conservateur au niveau économique était la plus rentable pour le commun des mortels, le commun des mortels contribuables. C'était ça qui lui redonnait le plus d'argent dans ses poches. Oh, mais ils ne comprennent pas ça. Ce qu'on voit, c'est que les gens ne comprennent pas ou peu les baisses d'impôts, même quand ils sont très clairs. Là, quand tu dis que tu vas relever le seuil de 15 à 20 000 sans impôts, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair que ça. Là, tu vas payer pas d'impôts sur le premier 20 000 au lieu du premier 15 000. Donc, c'est assez clair comme mesure. On se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Je suis en train de me demander si, avec le recul, si le Parti conservateur aurait pu faire mieux avec, par exemple, une baisse claire de TVQ de 2 points, comme l'avait fait, par exemple, Stephen Harper. Là, quelque chose avec une démonstration. Rappelle-toi, en campagne électorale, je pense que c'était en 2006, Stephen Harper est arrivé 5%. À côté d'une caisse enregistreuse, puis il avait collé le collant 5% au lieu de 7%. Ça avait quand même ça avait marqué l'imaginaire. C'était le 5% écrit en gros dans un fond rouge en rond. Et ça avait réussi à rentrer partout parce que c'était simple. C'était simple à comprendre. C'est ça, exact. Les gens ont besoin de choses simples. Puis le chèque de 500$ a fait la job. Là, tu as Legault qui veut... je ne sais pas pourquoi. Alors que la campagne était claire, que les Québécois, ils se soucient de l'environnement. Mais je veux dire, ils ne sont pas à la place que le PQ ou QSE. Ils ne sont pas là pantoute. Et les premières choses qui circulent, c'est que pendant sa semaine de vacances, ce que Legault a fait, c'est qu'il a lu le livre de Bill Gates sur l'environnement et que là, lui, c'est peut-être son dernier mandat, il veut laisser un leg puis il veut rendre encore le Québec plus green qu'il l'est actuellement. Puis il y a toutes sortes de choses qui courent, là, taxation des véhicules VUS, taxation également au niveau du kilométrage que vous allez faire. Il y a plein d'affaires qui pourraient arriver. Donc, le but, ultimement, c'est d'appauvrir encore plus le monde. Ça, c'est clair. Moi, puis j'ai comme l'impression que les gens vont se laisser embarquer là-dedans comme ils se sont laissés embarquer avec la COVID. La COVID a été une bonne pratique. Donc, on a beaucoup de choses où on montre qu'il risque d'avoir de l'eau quasiment partout en Amérique du Nord. Donc, on n'aura plus de place à s'installer. Il va y avoir des gens qui vont essayer de trouver des places à vivre. Nous autres, on est chanceux là-dedans. On va être là, il faut être prêt. Donc, on va jouer énormément sur la peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plan-là de Legault? Écoute, moi, je pense que c'est clair. Ce genre cette ouverture au discours apocalyptique climatique, l'agenda de réduction des émissions, etc., c'est un laissez-passer pour les grandes conférences internationales. Donc, M. Legault va être accueilli là en héros. Donc, ça te donne accès à un paquet de réseaux, que ce soit Davos, que ce soit les conférences climat de Bloomberg et compagnie. Donc, ça t'identifie comme étant du bon côté, entre guillemets, du débat, alors que c'est en totale contradiction avec les intérêts des Québécois. Dans la plupart des comtés qui ont élu la CAQ, c'est la dernière de leurs priorités. Je ne dis pas l'environnement, parce que je pense que la majorité des gens ont à cœur l'environnement, mais l'idée qu'on peut poser des actions concrètes et diminuer notre niveau de vie pour avoir un effet sur le climat mondial, c'est une totale lubie. C'est très loin de la préoccupation des gens. Et je pense que ça n'a pas été assez mis dans la figure des 3-4 partis, justement, qui ont embarqué dans ce discours extrémiste et radical qui fait en sorte que maintenant, tu as des éco-terroristes qui dégonflent des tires de VUS à Québec et bientôt à Montréal, ça va sûrement arriver également. Il y a cet attachement. D'ailleurs, c'est démontré que c'est lié à une certaine vague de dépression et de perte d'espoir chez les jeunes générations. Anxiété. Qui voient un avenir lugubre. Ça, c'est incroyable. Dans le fond, il y a des gens qui ont du sang sur les mains d'avoir éteint une génération complète avec des perspectives d'avenir apocalyptiques, un discours débile, misanthrope qu'ils ont soutenu,
alors qu'avant, c'était confiné au fond des académies, là, des collèges américains, etc. Là, c'est rendu dans les grandes entreprises et même dans les partis, entre guillemets, modérés. Ça, c'est une faille, c'est un échec de la civilisation occidentale. Encore une fois, c'est quelque chose que le Parti libéral, le Parti conservateur du Québec doit souligner, doit battre de front. C'est quelque chose qui a... Je pense que c'est un test d'intelligence assez important aussi. Là. C'est un autre, ouais. Je connais personne de relativement intelligent qui croit qu'on peut avoir un impact majeur sur le climat mondial en faisant des actions minimes locales et en diminuant notre niveau de vie. Là. Ça, c'est assez clair qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, on est en train de passer de l'autre bord. Là. Tranquillement, pas vite, là, l'alarmisme climatique est en train, tranquillement pas vite, de ne pas devenir cool. C'est pas encore totalement évident. Mais ça devient mainstream. Ça devient mainstream. Je prenais Julien Cabana matin dans le Journal de Montréal, qui est un gars qui parle de chasse et pêche depuis toujours. Puis là, lui, il dit il y avait moins de rignaux parce que l'automne était trop chaud. L'automne n'a pas été trop chaud. De quoi on parle? L'automne n'a pas été trop chaud. L'automne, il a été très ordinaire. Mais c'est rendu comme le réflexe maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose, de blâmer les changements climatiques, alors que moi, je n'ai aucun changement. Je pense que j'ai eu, depuis le 15 septembre, je pense que c'est arrivé 10 fois que les toits étaient blancs le matin, alors que, habituellement, je sais, moi, je suis un gars qui joue au golf le matin de bonne heure. C'est le bonheur dans la saison. Très de bonheur. Puis, moi, ce que je te disais tantôt, c'est comment on a découvert que les gens étaient, comment ils sont facilement achetables par des choses qui sont répétées et répétées dans les médias traditionnels. Puis ils finissent par vivre avec ça. Là. Donc là, tu as eu un mélange de COVID, de wokisme, d'histoire d'anxiété climatique. Et là, tu as les gens qui sont comme pour protéger les animaux, puis il faut être végétarien, etc. S'en vont dans les magasins, prennent des gallons de lait, mettent ça par terre. Il y a plein de gens qui les regardent et personne ne fait rien. Il n'y a personne qui fait de quoi. Moi, excusez-moi, là. Si je suis là, ça a bien beau être une femme, ça a bien beau être non, je la pogne par la collette, puis ça finit là. Je veux dire, je peux respecter son opinion, je peux respecter ce qu'elle croit qui va arriver, mais je peux pas respecter qu'ils deviennent des voyous, des vandales et des terroristes. Non, puis écoute, ce qui est drôle, c'est que ce qui est répété dans la presse stipendiée, puis les petits chroniqueurs éco-marxistes dans à peu près tous les médias québécois, mais c'est quasiment devenu une tendance mondiale, c'est la normalisation de ces discours extrémistes-là. Et ces mêmes gens-là vont dire que ce qui guette le menace qui plane sur, comme l'épée de Damoclès au-dessus de la civilisation occidentale, c'est la montée de la soi-disant extrême droite. Alors que, et là d'ailleurs, le discours de ce que représente l'extrême droite est de plus en plus ciblé sur des valeurs traditionnelles, des valeurs libérales classiques comme la liberté d'expression, la méritocratie, etc., l'effort, etc. Donc, il y a un paquet de valeurs autrefois nobles et assez fondamentales sur ce qui ont créé, je pense, l'abondance dans laquelle on vit, sont maintenant visées par ces chroniqueurs extrémistes-là comme étant la cible à abattre. Et les gens qui défendent, qui sont les défenseurs de ces valeurs-là, il y en a de moins en moins, vont être de plus en plus ciblés comme étant, entre guillemets, les extrémistes. Ça, c'est extrêmement pernicieux, c'est extrêmement dangereux. Et c'est là qu'il faut avoir, je pense, ça nous prend des leaders qui sont solides, qui vont se tenir debout devant l'adversité et qui vont utiliser, tu sais, je pense, les institutions établies, je te parle des partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit peu importe, là, les plateformes existantes, les médias sociaux, etc. Je pense en train de revirer un peu l'histoire de la censure. Ça a peut-être atteint le bout. Il faut voir comment ces différentes personnalités-là vont être en mesure de s'affirmer. J'ai hâte de voir à suivre là, en mi-novembre, début novembre, les midterms. Je pense qu'on s'en va vers un hécatombe là, au niveau du vote démocrate. On pensait que ça allait retourner un petit peu. Là, il y avait une remontée des démocrates, mais là, ça semble définitivement, là, il y a du plomb dans l'aile, cette campagne-là, c'est clair. Merci, Joe. Super 25 minutes, c'est le fun au bout. On se reprend la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On est stand-by pour la boîte à Jerry. Yes! Et peut-être, s'il nous reste 2-3 minutes, peut-être un genre de... poubelle? Ouais, un genre de poubelle à Jeff. Oh, oui. Oh, oui, juste pour qu'on chante la toune, au moins. Peut-être qu'il n'y a rien à dire, mais au moins, on va chanter juste la toune. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com.
Get pirate or get out. OK, on est prêt, Jerry, pour la boîte. Une petite boîte. Il y a un sondage qui a été fait par Deloitte, tu sais, la firme de consultants. Je ne sais pas comment qui. Je sais pas de la manière qu'ils posent des questions. 300 $ à l'heure. Oui, c'est ça. Mais les Canadiens, pas juste les Québécois, les Canadiens vont dépenser 17 % de moins. Oh, mon nom. Ça, on lit ça tous les ans. Non, d'habitude, c'est plus. Moi, là, dans les dernières années, Jeff, c'est toujours plus. Là, c'est moins. Ah oui? Ah oui. J'ai l'impression que c'est toujours moins. Non, c'est le contraire. C'est toujours plus. Ah, ça va être encore plus cette année, un peu plus. 5 % de plus. Des affaires dans Moi, je crois rien de ça. Les gens perdent la tête à Noël, anyway. Ils vont s'acheter une bouteille de vin plus chère. Ils vont s'acheter une pièce de bœuf plus chère. C'est sûr. Et finalement, ils ne compteront pas. Puis ils vont payer la carte de crédit en janvier. Puis ils vont juste faire attention en janvier, février. Ça, c'est vieux comme la terre. J'en suis convaincu. Mais quand même, le 17 %, ils ont dit qu'il est... C'est drôle, quand j'ai vu le 17 % les Canadiens vont dépenser 17 % de moins. 17 %, c'est-tu le vrai taux d'inflation? C'est le vrai taux d'inflation. Ben, moi, je pense que c'est le taux d'inflation des hot dogs. Hein? Ben oui, au Québec, on a checké le prix de quelques affaires. On a mis le prix du beurre, on a mis le prix de l'essence, on a aussi le prix de... C'est sûr que le beurre, quand tu le vois passer à 8 $, tu n'achètes pas. Tu fais un saut, là. Mais ça m'a fait rire. C'est LCN qui a fait ça. Puis de toutes les affaires qu'on a regardées, une des dernières choses que j'ai regardées, c'est le prix des hot dogs. Mais, pourquoi hot dog? Hein? Je ne sais pas. Ça veut dire quelque chose. Mais je l'ai quelque part. Nous traites-tu de mangeurs de hot dog? Ben, quasiment. Tu sais, ça fait... c'est important, les hot dogs, il faut savoir le prix. Billets d'avion, même ça, tu sais, billets d'avion. Beaucoup de gens ne prendront pas l'avion. Non, c'est ça. Là. 43 % d'inflation, le beurre, 27 %. Ça, c'est des affaires essentielles. Essence, essentielle. 18 % je trouve ça un peu bas. Et ils ont mis dans les 4 affaires d'inflation, et c'est marqué, inflation, les hausses les plus importantes sont arrivées au 4e, c'est hot dog à 17 % Les roteux. Les roteux. Mais si tu veux l'avoir gratuit, tu vas te faire vacciner. Oui, tu en as 2. C'était-tu 2 ou 1? C'était 1. C'était 1 hot dog. Très cheapo. Oui, ça, c'est cheap. C'était très cheapo. Oui, mais il faut dire que c'est les hot dogs du Centre Bell. Là. Oui, c'est vrai que... Quand même des hot dogs à 9 $. C'est vrai. Est-ce que tu connais Marshall Mathers? Ben oui. Non, pas vraiment. C'est quoi? Ah oui, c'est M&M. C'est M&M. Moi, je connais M&M. Oui, je connaissais pas son... Je connaissais pas son vrai nom. Moi, les noms... Non, je sais. On a toujours un nom d'artiste. Hein? C'est normal. Toi, comme ton nom d'artiste, on le connaît? Oui, mon nom, exactement. Claude. C'est Claude, mon nom d'artiste. Mon vrai nom. C'est le nom de ton père. C'est exactement. Quand on veut te piquer un peu, on t'appelle Claude. C'est ça. Là, tu dis tout le temps, mais arrêtez, Claude, c'est mon père. C'est mon père. Donc, Eminem, c'est incroyable pareil. C'est son 6e hit qui a touché 1 milliard sur Spotify. Wow. C'est la tune Godzilla. Qui, je ne sais pas quand ça a sorti. Non, mais c'est fou pareil. Il est rendu à son 6e. C'est malade. Mais quand tu dis 1 milliard sur Spotify, c'est juste Spotify, là? Oui, c'est juste Spotify. C'est pas YouTube, c'est pas les autres, c'est pas Apple Music. Mais c'est 1 milliard, là. Il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est 1 milliard. Tu sais, 1 million, non, 1 milliard. 1 milliard, là, c'est inimaginable pareil. Là. Lui, il est rendu à son 6e. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça pour C'était sa fête hier. Y a-tu 50 ans, lui? Il a eu 50 ans hier. Wow, ben oui. Non, c'est l'enfer. Est-ce que tu connais un autre artiste? Je connais. Je suis pas très M&M. Non, moi non plus. Ni les bonbons, ni le rapper. OK, je comprends. OK. M&M Peanut? Non, zéro. OK. C'est zéro là-dedans. Les Smarties, toutes ces affaires-là. Les Smarties, non, t'es pas... Ça vient comme une pâte dans la bouche, ça m'écoeure. Non, je suis pas fort. Toi, t'es plus Kit Kat, je pense. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Le goût. Tu vas y aller. Oui. La barre Mars là, qui te colle dans le palais pendant 15 minutes. Là. Je ne prends plus de barre Mars, je prends les copies de Dollarama. Voilà. Oui, on a fait des tests. On a déjà fait des tests. Et tu as eu raison. J'ai endormi tout le monde. Non, j'ai endormi tout le monde. Même Babu était là, je me souviens bien. Babu, il disait que c'était impossible. Non, c'était impossible. Je te le dis, c'est ça. Regarde, j'ai fait le test, puis ça n'a pas... ils sont pas mangeables. Ah, OK, on fait un test. Parfait. Boum. 1 pièce pour 2, pareil. Non, 1 pièce pour 4 barres de chocolat. Plus maintenant. Là. Ben oui. Encore? Ben oui. J'en ai encore acheté il y a 2 semaines. Je pensais que c'était... Okay. Donc, si tu prends... Il y a 2 barres. Tu prends 2 barres doubles.
c'est 1$ pour 2 barres doubles, ça fait 4 barres. Donc, à l'intérieur, c'est ça. Dans le sachet, il y a 2 barres. Il y a 2 barres. C'est ça. Donc, t'en prends 2, c'est 2 pour une pièce. Pas pire, pareil. Il y a la copie de Kit Kat que je ne retrouve plus chez Dolorama. C'était elle, la meilleure. Mais ma blonde ne voulait pas que je la jette parce qu'il y avait comme des noisettes dedans. Ma blonde est allergique aux noisettes. Oui, c'est ça. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? George Strait. Oui. Grand chanteur country. C'est sûr que Strait, aujourd'hui, en 2022, tu sais, le gars, il a 70 ans. Là. La grosse période de Strait, c'était des années 80. C'est là qu'il gagnait les trophées, un arrière de l'autre. Mais tu sais, ma blonde est allée le voir au stade de football des Je pense qu'il était à Key West en fin de semaine. Il y avait un gros festival country. Je pense que c'était lui qui était le headliner. C'est une méga star, puis c'est ça qui est incroyable. Là. Lui, il arrive dans un show comme lui qu'il avait dans le coin de Boston. Puis le gros nom de la soirée, c'est lui. Là. Puis il y a d'autres gros noms qui sont en arrière de lui. C'est incroyable. Ce gars-là, c'est très, très bon du straight. C'est-à-dire, moi, j'adore ça. Là. Ma blonde en écoute beaucoup. Même si il y a un petit son vieux country. Il faut le dire. Mais Strait, il vient de vendre cette tequila. Il a vendu cette tequila à Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est un gros groupe d'alcool français, européen. Tu sais, dans l'alcool, là, il y a des super groupes. Là. Pernod Ricard en est un, Diageo. Et Pernod Ricard, c'est Beefeater puis Jameson. Absolute Vodka. C'est sa gang-là. Diageo, c'est Johnny Walker. Puis il y a Bacardi, Martini, Beam Suntory, justement. Et ça, c'est des grands groupes. Et lui, il a vendu sa vodka. Pas sa vodka, parce que moi, c'est sa tequila. Mais c'est ça l'affaire. Et il est là. Moi, si je me pars une tequila, mettons, je suppose, on fait. Moi, je peux pas aller vendre ça à Pernod Ricard. Là. Après, mettons, je sors ma tequila, je fais 6-7 ans, puis je vends ça une fortune dans un gros groupe. Je peux pas le faire. Mais ces vedettes-là sont wise en tabac. Ben oui. Tu te souviens de Sammy Hagar? Ben oui, Sammy, sa tequila. Puis il a fait une vodka aussi. Sammy a vendu sa tequila 80 millions de dollars. Il y a eu 75 ans, Sammy, en fin de semaine. 75, t'as mis Sammy. Ben oui. Il a vendu ça au groupe Campari, les Italiens. Il a vendu ça. Il était sur, si vous êtes abonné XM Sirius, c'est lui avec Michael Anthony qui était l'animateur de Classic Rewind en fin de semaine, un genre de party bash pour les 75 ans de Sammy. C'est incroyable. On va perdre beaucoup de chummy dans les prochaines années, les amis. Checkez bien si d'ici quelques mois ou quelques années, tu vas entendre parler. Sammy Hagar a vendu. Là, tu dis, ouais, il a vendu. Il a déjà vendu. Non. Il a reparti une autre affaire. Oui, il a reparti une autre affaire. Là, il est dans le mescal. C'est ça. Non, mais lui, c'est un gars d'affaires incroyable. Oui, là, son chum, c'est Levine, là. Adam Levine, qui est avec lui dans le mescal. Mais ouais, Adam, lui, ça va moins bien. Là. Je comprends. Mais la fois, c'est qu'ils vont monter cette marque-là. Ça va passer dans le divorce. OK, c'est ça. Oui, je comprends, c'est ça. Mais tu sais, il y a plein de stars. Ryan Reynolds, il y a un gin. Matthew McConaughey, il y a un bourbon. Mais toutes ces grandes stars-là ont le potentiel de monter une marque rapidement. Et là, la twist, parce qu'une marque, ça se monte sur des décennies, même peut-être sur des centaines d'années. Des marques d'alcool, je parle. Oui. Les Ricard, les Pernod, les Bacardi. Ça prend des décennies et des décennies. Mais eux autres, avec leur réputation, ben, ils montent ça en 5, 6, 7 ans. Boum, vend ça. Il y a de l'argent à faire là. C'est incroyable. Dernière petite affaire? Ben oui, pardon. On a zéro stress. Zéro stress. Ça, c'est J'en ai glissé un petit mot un matin, c'est un clin d'œil. C'est McDo. McDo qui a fait un test dans la région de New York. Là. Je crois que c'est dans l'État de New York en 20 Moi, je suis preneur. Oui. McDo, parce qu'on met sur la nostalgie. La nostalgie, c'est quand même payant, on va le dire, la nostalgie. Mais moi, vieux bonhomme de 57 ans, moi, j'étais pas... Quand les McDo ont sorti ici, au Québec, les McDo, ben, ça fait quoi? Une quarantaine d'années. Donc, j'avais 15, 16, 17 ans à cette époque-là, quand les McDo ont sorti. Mais ceux qui ont été petits, qui étaient assis dans des chaises hautes, puis qui ont mangé des joyeux festins, mais aujourd'hui, ils sont grands, sont rendus dans la trentaine. Et là, McDo a sorti le joyeux festin pour adultes. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Ça, tu me l'as pas dit ce qu'il y avait dedans. Oui, bien, tu peux choisir. Tu as 2 sortes d'hamburgers, mais c'est le gros hamburger. C'est pas le petit, là. Donc, c'est pas le petit frite. C'est pas le petit burger. C'est un gros burger, gros frites, grosse liqueur. Mais si tu calcules, c'est ça qui est comique. Si tu calcules le trio,
vis-à-vis le Happy Meal, c'est exactement les mêmes choses. Grosse liqueur, gros burger, gros frites. La seule différence, c'est que l'Happy Meal, tu as une boîte de carton rouge puis ton stock est dedans et tu as une bébelle. Moi, je me suis dit, c'est une joke de McDo. Là. Une joke? Zéro joke. C'était un succès phénoménal. Les adultes faisaient des line-up pour acheter des boîtes rouges. Donc, moi, j'en reviens pas de ça pareil. Les joyeux festins pour adultes. Donc, je ne sais pas si McDo ont l'idée de mettre ça à grandeur. Là. Je ne sais pas du tout. Mais c'était un grand, grand, grand succès, le McDo, le joyeux festin adulte. Hey, dis-moi donc, quand est-ce que c'est arrivé le premier McDo à Québec? Je pense que ça fait 41 ans ou chose comme ça. Donc, j'avais raison quand on a parlé ce matin. Chicoutimi a eu ce McDo parce que vous aviez Popeye. Peut-être que ça a retardé un peu on l'avait Popeye à Québec. Mais j'étais dans un texte du quotidien. Puis, tu sais, je me disais, ben voyons, t'as peu, là. Toi, tu me disais, ça a 42 ans. Ouais, donc dans ce coin-là. C'était à Lévis le premier, je crois. C'était à Lévis. Là, je me disais, mais voyons, mais moi, en secondaire 1, j'allais manger des burgers à 15 cents. Des petits burgers à 15 cents. Des burgers à 15 cents. Je me disais, ben t'as peu, j'étais en secondaire 1. Donc, moi, j'ai gradué en 84. J'étais au séminaire qui était à 5 minutes à pied du McDo sur Talbot, qui appartenait à M. Daniel Bédard. Son fils a été... il a joué pour nous autres quand je coachais les Dynamos, puis c'est lui maintenant qui a pris la relève. Donc, puis là, je regarde l'article, ça a ouvert en 78. Donc, Chicoutimi a eu son premier McDo en 78. C'était avant Québec. Le 26 juin 78. Et effectivement, donc dans ces semaines-là, le hamburger régulier se vendait 10 cents. Le cheeseburger se vendait 15 cents et le Big Mac était 95 cents. Et quand ils ont ouvert la première semaine d'opération, ils ont fait 78 000 $ de ventes, ce qui était la plus grosse semaine de vente dans un McDo de l'histoire au Canada. Donc, c'était en 78. Est-ce que tu avais un chum qui mangeait genre 8 petits burgers? Ben, moi, j'en mangeais 12. On faisait des concours. Mais écoute, André Desmeules, qui est dans la région de Québec, qui est à base, ben là, il est retraité, mais qui a été longtemps à Valcartier. André Desmeules mangeait 3 Big Mac en 5 minutes. Mais non, c'était fou, là. Imagine ça, 3 Big Mac, là. La sauce toute je continue à dire que les Big Mac étaient plus gros qu'aujourd'hui. Dans le temps que les Big Mac étaient gros. Oui, en plus. Moi, ce que je vois sur le web, là, c'est que le premier McDo a ouvert à Québec le 7 juillet 1977. C'était à Lévis, sur le boulevard Kennedy. Voilà, ben t'avais raison. Donc, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Donc, mais ça arrive sud en premier, puis probablement ça arrive nord quelques années après. Un an probablement après. Ça, c'est à Québec, parce qu'à Montréal, c'est 72. Exact. C'est le fun de se rappeler. 15 cents un cheeseburger. 15 cents. On en mangeait 12. Mais est-ce que tu commandais tes 12 toutes d'une claque? Oui. Ou tu y allais, mettons, je vais en prendre un 4, puis un 4, puis un 4? Non, toutes les 12 dans le petit papier. Dans le plateau? Dans le plateau. Là, tu prenais-tu 12 frites? Non. Non, il n'y a pas de frites. Il n'y a pas de frites, OK. Il n'y a pas de frites. Avec un grand coke. Oui. Écoute, j'ai un chum, Luc Dufour, pas Luc qui a joué pour les Nordiques et les Browns, mais que Luc qui est le beau-frère d'Alain Côté. Luc reste pas loin de la tempête, c'est un chum à moi. Un autre Luc Dufour qui reste à Québec maintenant, avec qui j'étais au séminaire. Puis à un moment donné, j'ai parlé de ça à Choix. Et je savais pas, moi, où Luc était rendu. Puis là, à un moment donné, son fils vient à Radio Pirate puis il dit « Hey, te rappelles-tu, à un moment donné, t'as parlé des hamburgers à 15 cents que vous mangiez, toi, puis Luc, quand vous étiez au secondaire 1, secondaire 2, puis vous en mangiez 12. Ben, il dit « J'étais avec mon père dans le char. » Puis il était crampé de rire. Oui. Il disait quoi? Ben, c'est de moi qui parle. C'est ça. Ça, c'est pété. Hey, thank you, mes amis. Ah, on n'a pas de poubelle? Ah, ben non. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, OK. Fait que là, je vais recevoir plein d'emails aujourd'hui encore. Mais demain, c'est sûr qu'il y a une poubelle. Okay, poubelle. Demain, je vais la faire en ouverture. Oui. OK? Pour être sûr de ne pas la manquer. Voilà pour aujourd'hui. Puis on va chanter. Puis on va chanter la poubelle. Donc, on est parti pour Radio Pirate Live. Si vous voulez vous inscrire pour Radio Pirate Prime, on a plus encore 2h30 sans pub. Allez sur radiopirate.com. Vous pouvez écouter sur toutes les applications de podcast que vous aimez. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.